Petite bière. Salut Sam Wagner! Salut Pascal Lalancette. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Hey, grosse fin de semaine. Ouais? 23 degrés en plein mois de novembre. Pas rapport. Je te dis, le monde, ils peuvent bien dire que les réchauffements climatiques, ça n'existe pas, là. Non, là, on a une preuve solide et concrète. Moi, à l'Halloween, quand j'étais kid à Kévion, là, Neigeait. il neigeait. C'était souvent la première neige, là. C'était vraiment malade parce que là, tu te mettais un super de beau costume, puis là, le soir de l'Halloween, ta mère, elle disait, il va falloir que tu mettes un manteau par-dessus. Ok, t'as dit, tu te mettais, j'avais compris, tu te pelletais un super de beau costume. Neigeait pas à ce point-là, là. Non. Mais ouais, c'est ça, tu pelles à chaque fois de maison en maison, faut que tu pelles ton chemin. À Kévion, peut-être, là. Oh, ouais, fallait qu'on fasse l'Halloween en traîneau à chien à Kévion. Ouais, c'est garanti. Ça. Avec un manteau d'hiver, c'est ça qui était plate. Manteau d'hiver en dessous de ton costume. Fait que là, t'avais l'air un petit peu puffy là, dans ton costume de Superman. Là. Ouais. Puis à cette heure. Mais c'est aussi d'avoir l'air un petit peu puffy dans ton costume d'Halloween, c'est aussi pour éloigner les pédophiles. Ah oui? Oui. Comme ça, toi, tout le monde a l'air à peu près aussi gros puis moins attirant. C'est moins attirant, ouais. Ah ouais? C'est rough un peu ce que tu dis là. Bon, fait que qui qu'on reçoit cette semaine, Pascal? Là, avant de dire qui qu'on reçoit, après cette belle blague, là, si vous voulez nous encourager, il y a plusieurs manières de le faire. Si vous voulez toujours nous encourager, c'est ça. S'il vous plaît, faites de l'engagement sur nos vidéos si vous trouvez ça bon, sur nos vidéos sur YouTube, mais sur notre présence sur TikTok, sur notre présence sur Facebook, sur Insta, sur Spotify. Allez nous écouter par télé pendant que vous faites à manger ou n'importe quelle autre activité plate. Ça va rendre ça pas nécessairement moins plate, mais en tout cas, ça va faire du bruit. Là. Ça peut être du bon bruit de fond pour dormir aussi. Oui, c'est vrai. Apparemment que j'ai une voix reposante. Pour de vrai, ma blonde, elle me dit d'y compter des affaires plates. Puis les affaires plates que j'y compte, c'est juste les mêmes anecdotes que je compte pendant le podcast. Pour s'endormir? Ouais, puis souvent, c'est ça qui l'accompagne tranquillement, pas vite vers le sommeil. Ah, c'est m'écouter radoter mes vieilles histoires. Ben, fait que essayez ça à la maison, puis, tu sais, abonnez-vous, mettez un like. Tu sais, si vous avez pas de sous là, pour nous encourager, c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Nous autres, ça nous aide avec les algorithmes, là, ça nous aide avec le reach, puis ça nous aide aussi à en faire d'autres pour vous endormir le soir. C'est ça. Ouais. Exactement. Puis là, il y a la ruche que la semaine passée, on a dit qu'elle était finalement prête, là, que vous pouviez nous encourager sur la ruche. Puis c'était pas vrai. C'était pas vraiment un mensonge. C'était juste de la pression que Sam m'a mis pour qu'on dise ça. Là. OK. Puis là, je me laisserai plus réembarquer dans cette pression-là, Sam. Non. Fait que là, cette semaine, ça se peut que la ruche soit notre ruche, soit notre campagne de sociofinancement soit ouverte à recevoir des dons, puis on a des contreparties qui vont avec ça, mais peut-être pas. On ne sait pas. Il y a eu des retards là, dans le processus. En fait, c'est vraiment pas mal plus compliqué qu'on pensait lancer ce genre de projet-là. On a vraiment eu de la luck là, dans l'accompagnement qu'on a eu et compagnie, mais starter une campagne de financement, là, ça a des implications pas mal plus de ramifications que ce que l'un pourrait croire. Ouais, ça fait que là, on est en train de dealer avec ça. Peut-être qu'aujourd'hui, à la sortie de l'épisode, c'est prêt. Sinon, d'après moi, la semaine prochaine, ça devrait être pas mal prêt, la ruche. Fort probablement, mais dans tous les cas, vous savez que ça s'en vient, tu sais. Fait qu'il il va avoir des belles contreparties. Fait que c'est ça, mettez du cash de côté là, pour dans une semaine ou deux. Et puis ça peut faire des méchants beaux cadeaux de Noël parce qu'on a une contrepartie que, dans le fond, tu reçois un 4-pack de la Barberie. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool. Là. Ça fait un beau cadeau de Noël. En même temps, tu fais un cadeau de Noël à nous, puis tu fais un cadeau de Noël à quelqu'un que t'aimes ou à toi-même. Moi, je me fais souvent un cadeau de Noël. Généralement, c'est à moi que je fais des cadeaux de Noël parce que j'ai pas assez de personnes importantes dans ma vie. T'sais. Pas assez de gens que t'aimes ou qui t'aiment. C'est qui qu'on reçoit cette semaine? On reçoit Cogité cette semaine, Sam. OK. Cogité, rappeur de la ville de Québec, qui a gagné La fin des faibles. Ouais, cette année. Ouais, exactement. Gros show de rap à Télé-Québec. Le gars, il est fucking intense, là, pour de vrai. C'est genre la voix du rap. Dans le fond, c'est le Star Academy du hip-hop, là. Ouais. Cette émission-là. Exactement, c'est ça. Puis je suis allé voir le show après avoir fait l'entrevue avec Cogité. Ses performances sont vraiment exceptionnelles. Là, pour de vrai, le gars, il a tout un flow. Là. Puis il nous en fait quelques-unes performances dans la... C'est ça, improvisé, il se met à kicker puis il chante des tonnes qu'il connaît. C'est naturel pour lui. Là, il nous parle de l'élasticité des mots puis de comment il faut voir ça comme une espèce de pâte puis qu'il est capable de changer son flow à partir d'un texte qu'il connaît
vraiment par cœur. Puis processus créatif vraiment rigoureux. Cogité, toujours en train de travaille super longtemps sur ses textes pour les trouver bons. J'ai appris énormément d'affaires sur la culture hip-hop / rap en général. Couple d'anecdotes le fun. Effectivement, cool. Avec du monde que vous connaissez. Là, fait que ça va être... Parce que Cogité, si vous le connaissez pas, c'est une question de temps. Là, c'est rendu une vedette là, depuis la fin des Faibles. Puis aussi, c'est une vedette dans le monde du motion design. On n'en a pas beaucoup parlé pendant l'épisode, là, mais c'est un motion designer. C'est lui qui a fait notre générique. Le générique a été dessiné par Joey Proto. Mais lui, il l'a mis en vidéo, il l'a mis en mouvement, dans le fond, pour notre générique. Puis c'est super job. Là. On capote dessus. On s'attendait pas à autant, pour de vrai, quand on voulait de quoi de simple. Il a fait de quoi de simple, mais de vraiment plus haut qu'on pensait. Définitivement. Là, ça nous arrive après le show, des fois, de s'asseoir, prendre une bière puis de regarder notre générique en boucle parce qu'on le trouve assez beau pour ça. C'est exactement ça. Ça fait que, y a-tu d'autres choses à dire? Qu'est-ce qu'on boit? Ah oui, on boit j'y ai jamais goûté à celle-là encore. C'est une bière de la Barberie, encore et toujours, parce qu'on les aime d'amour. Puis on espère qu'ils nous aiment tout autant. Ouais. Jusqu'à date, on a une belle relation. Oui. Ils nous gâtent avec des bonnes bières. Ils essayent de nous donner de la variété, on dirait aussi. Exactement. Puis je suis bien content de ça. John Moon. Original. Une ale blonde non importée. Fait que là, on a guessé que ça voulait dire qu'il n'y avait rien importé dans cette bière-là. Que tout est local. Puis il y a comme une espèce de petite histoire sur le côté. Je vais prendre le temps de la lire parce que j'ai trouvé ça intéressant tantôt pendant que tu allais fermer les amplis puis couper notre premier élan. Ben vas-y, ça va endormir le monde. Ça va être parfait. Ça va être excellent pour starter ça. John Moon, le jeune fils de John Moon l'aîné. OK. Ça doit être senior puis junior. Ouais, c'est ça. Bâtissait des navires au chantier naval John Moon & Son de l'ancien faubourg Saint-Roch. La Barberie, quant à elle, brasse la John Moon originale à l'emplacement du chantier naval John Moon & Son face au parc John Moon dans le nouveau quartier Saint-Roch. OK, c'est fort, là. Il n'y a pas plus local que ça, là. Non, c'est ça, là. C'est carrément... c'est brassé dans un ancien chantier naval, Je comprends vraiment le non-importé parce que, tu sais, d'habitude, c'est comme ale blonde importé. Puis là, c'est full hot que ce soit importé. Puis là, elle, c'est comme... Non, on fait ça soit pas ici, là. C'est ça. D'où c'est que ça vient? Ben, sans plus tarder, on va y goûter. Qu'est-ce qu'on fait? Sit back, enjoy, and... Ça goûte Saint-Roch. Ah oui, man. Ouais. Ça goûte la marina. Ça goûte les sans-abri. Ça goûte la rue de la Salle. Ça goûte local, man. Ça goûte le Dauphin, le Dauphin, bar karaoké, man. Ça goûte les bons souvenirs. Hey, mais sérieusement, sans blague, là. Elle est vraiment bonne pour ça pourrait faire une bonne... Tu sais, genre... c'est comme une... tu sais, une Laurentide, là. Il y a comme un genre de goût classique blonde, mais un peu plus velouté, tu sais, plus riche. Ouais. Ça pourrait être une esti de bonne bière de taverne, là. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je passerais mes soirées là-dessus. Bon, OK, on vous laisse. Bye. Salut. Non, c'est ça. Fait que là, ce temps-ci, moi, je suis bien occupé dans plusieurs projets différents. Dans le fond, je fais des ateliers d'écriture avec des jeunes au secondaire, au primaire, dans différentes écoles un peu partout à travers le Québec. Puis j'ai un album en préparation. Puis là, c'est ma première place des arts. Puis là, c'est ça, la locomotive est comme elle est en fonction pas mal. Ça marche. Puis là, c'est ça, mon téléphone sonne plus souvent depuis que j'ai gagné la compétition. Ben oui. Fait que ça l'a aidé aussi quand même avec la notoriété puis la fin des faibles que tu as gagné. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, tu sais, c'était quasiment inespéré. Puis c'est un peu drôle de dire ça comme ça parce que, tu sais, j'ai travaillé pour l'avoir, mais tu sais, comme un coup que je l'ai, je fais comme, tu sais, j'y croyais quasiment plus, tu sais. Fait que... ça fait vraiment une grande différence dans le parcours. Mais comment tu réagis quand tu t'as gagné, mettons, pour... Ben, tu sais, on le voit dans ma face, là, dans l'épisode. Je dis non de la tête. On dirait que j'y crois pas. Puis, tu sais, parce que la lutte était vraiment chaude et serrée jusqu'à la dernière seconde quand ils dévoilaient les pointages. Puis, tu sais, moi, j'avais un bon feeling, mais je savais qu'il y avait une des épreuves, je l'avais comme ratée. Puis, j'étais comme, ça va jouer dans ma moyenne. Puis, tu sais, tout le monde a scoré fort dans d'autres
épreuves. Moi, le niveau de la compétition était élevé en général. Absolument. Puis c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement de différences dans les épreuves, dans les styles, dans les MCs. Puis tout le monde a sa force, tout le monde a sa faiblesse. Mais au cumulatif, c'est dans le fond, c'est ça. C'est qui réussit à se démarquer en général dans plusieurs aspects. C'est ça le plus important, tu sais. Puis c'est où que tu t'es démarqué le plus? Définitivement, c'est les acapellas. Là, okay. Moi, c'est là que j'ai cherché, je pense, 2 notes parfaites ou un truc comme ça. Là, vraiment, genre, j'étais allé chercher les gros points dans les acapellas. Puis c'est ça qui m'a permis de remonter ma moyenne. Puis ça, c'est vraiment une grande différence par rapport à la saison 1. C'est-à-dire qu'on voyait les points évoluer d'un épisode à l'autre dans la saison 1, il n'y avait pas ça. C'était secret. Les juges donnaient des points dans leur cahier de notes, puis on savait pas c'était quoi. Puis là, cette saison-ci, on voit une grille avec le nom de la personne, les pointages, puis l'évolution. C'est pas plus stressant de savoir où ce que tu te situes par rapport aux autres? Puis, effectivement, ça peut l'être, mais ça peut être motivant aussi. Tu peux le voir avec la perspective que tu veux. Puis, justement, quand ils dévoilaient les pointages, on était sur le plateau de tournage, puis là, nous autres, il y avait une espèce d'écran géant LED, là, genre un méga gros écran. Puis là, c'était comme, bon là, OK, on dévoile les points, mais faut pas se retourner, là, OK? Faut vraiment pas se retourner, parce que là, tu sais, comme on le voyait, puis là, tu sais, fallait que PY, il les nomme à voix haute, puis tu sais, fallait qu'il filme nos réactions dans nos faces, fait qu'il fallait pas qu'on se retourne pour juste checker, oh shit, tu sais, je suis avant-dernier ou whatever, tu sais. Fait qu'il fallait qu'on garde le suspense le plus longtemps possible. Mais tu sais, sur un plateau de tournage, il y a des attentes. Tu sais, c'est long. Puis là, faut qu'il place la caméra, l'éclairage, OK, tu sais, le focus, puis tout. Fait que non, c'était vraiment stressant, mais il fallait que tu gardes ton poker face, là. Tu sais, comme moi, je me rappelle que le premier, j'étais arrivé en avant-dernière position, puis tu sais, genre, quand j'ai entendu mon nom, j'ai fait un effort pour pas faire une méga réaction, tu sais, parce que j'étais comme, en dedans de moi, ça m'a fait mal, tu sais, c'est pas le fun, tu sais, parce que j'ai tout donné, j'étais satisfait, j'étais comme, qu'est-ce qui a pas marché, tu sais, puis surtout, c'est que moi, je pouvais pas vraiment savoir ce que les autres... T'sais, les commentaires des juges, je nous les montrais pas. Fait que j'entendais des fois ce que les autres faisaient en backstage avec une caméra puis un écran, mais je savais pas vraiment qu'est-ce que les juges en avaient pensé. T'sais. Fait que c'est assez stressant. Ouais, sûrement. Puis, comment ça se passe le tournage pour ces affaires-là? Parce que là, c'est une semaine après l'autre, mais tu revenais-tu ici, tu te préparais pour la prochaine semaine, puis... En fait, c'était enregistré back-à-back plusieurs journées de suite, puis c'était diffusé une semaine à une semaine d'intervalle. Puis là, justement, nous, quand on était là-bas, il fallait faire attention pour rester focus sur le fait qu'on parlait de la semaine dernière, mais nous, dans notre réalité, c'était hier, tu sais. Fait que c'était comme première épreuve, le lendemain, c'était le freestyle avec les objets, puis le lendemain, c'était genre l'acapella. Puis là, il y avait c'était la fin de semaine, fait qu'on prenait une pause de 2-3 jours. Puis après ça, tu recommençais la semaine d'après, 3 épreuves, puis encore une pause de 2-3 jours. Puis c'était un peu ça comme ça. Fait que c'était enregistré comme squeezé, là. C'était diffusé. Ça va être quand même vraiment fatigant, là. Tu sais, t'as aucun break, t'es toujours en train de produire, t'es toujours en train de créer, là. Ouais, puis tu sais, en plus, c'est que t'es avec les autres, tu sais, à l'hôtel, tu veux jaser avec eux autres, tu veux aussi comme prendre le temps d'apprécier ton moment. Puis, tu sais, dans le fond... Sauf que la première saison, il y avait une différence, c'est que les épreuves, ils les faisaient tous en même temps. C'était comme dans le même épisode. C'était comme tu faisais ton texte, tout de suite après, ils t'amenaient une boîte avec des objets, tu faisais tout de suite ton freestyle, puis après ça, tout de suite après, tu faisais ton acapella. Fait que c'était comme... ça, c'était comme vraiment condensé en un épisode, tandis que nous, on pouvait comme se concentrer sur une épreuve. Tu sais, comme première épreuve, OK, j'ai mon texte que j'ai appris par cœur, que j'ai pratiqué. Là, le lendemain, c'était comme, bon, OK, là, aujourd'hui, c'est vraiment, faut que je me mette en mode pour improviser avec des objets. Fait que je peux mettre mon cerveau plus dans ce mode-là. Puis là, l'autre, le lendemain, c'est comme c'est comme une étape à la fois au lieu de tout en même temps. Fait que je pense que ça nous a permis de respirer un peu, mais quand même, tu sais, c'était stressant, là. Ouais. C'est quoi le style qui était le plus proche de ton processus créatif naturel, mettons? Ben, c'est que, tu sais, nous, on savait déjà c'était quoi les épreuves parce que c'est une compétition qui existe depuis longtemps, puis c'est plus moi qui dois m'adapter à ce format-là d'émission. Puis dans le fond, dans le premier épisode, on nous a demandé de faire une résidence de création où est-ce que on a rencontré Biz de Locolocas qui nous a invités à faire des allitérations puis des trucs comme ça. Moi, ça me parle parce que j'en fais quand même beaucoup dans mon écriture déjà. Puis, étant donné que j'ai pratiqué beaucoup au district Saint-Joseph à faire des soirées avec différents styles musicaux qui changent peut-être même des fois pendant la chanson, mais moi, ça, j'avais un genre d'avantage pour l'épreuve qui se trouve être le MC versus le DJ, où est-ce que le DJ essaie de te faire jouer des tunes que t'étais pas prêt, puis que ça change pendant que tu rappes, puis tu sais, comme essayer de te déstabiliser un peu. Non, oui, parce que t'as rappé dans des open jams, là.
Ouais. On va se le dire, c'est quand même un pas pire défi là, au district. Là, genre, tu sais pas où que ça s'en va pantoute, puis là, toi, il faut que tu jongles avec ça. Fait que t'étais déjà habitué, là, c'est ça? Ouais, ben c'est ça, au district, on fait des fois ça vire reggae en plein milieu de la toune, tu sais, que c'était pas ça au début, mais qu'à un moment donné, ça prend une tangente différente. Moi, j'aime ça, tu sais, puis des fois, le BPM ralentit ou accélère, tu sais, des fois, c'est comme il accélère ça pour voir, ouais, vas-y, rap, montre-moi qu'est-ce que tu sais faire, là, tu sais. Mais là, c'est que je sais pas comment que ça marche quand tu freestyle, là, mais admettons, tu dois avoir un certain plan de où est-ce que tu t'en vas, là, tu sais, mettons, tu te prépares quelques phrases d'avance, j'imagine. Ouais. Puis là, ça switch de style, là, ben là, mon flow marche plus, là. En fait, c'est ça, c'est que pour l'épreuve du MC versus DJ, ils nous avaient demandé de préparer comme de quoi d'avance, genre un texte. Puis tu sais, moi, mes textes, l'avantage, c'est que je les ai tellement répétés souvent, c'est que je peux justement les rallonger, les accélérer, les décélérer, essayer de les étirer comme un élastique, tu sais. Puis c'est un peu ça, genre, je peux adapter mon flow, mon tempo, mon BPM à la musique que j'entends, mais des fois, c'est qu'il switchait le beat pas sur le 4e temps ou pas sur le premier temps. Tu comprends? Il me switchait le beat au 3e temps, en plein milieu de ma 3e mesure de rap, genre. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu fasses... Là, faut que tu te réajustes, genre. Tu sais, comme il y a comme un... Tu sais, comme tu skippes une coche, là. Fait que... Mais c'est ça, puis c'est ça, vraiment, faut que tu aies l'oreille. Faut pas que tu sois comme rigide, faut que tu sois fluide pour pouvoir avoir l'espèce de flexibilité de dire, bon, OK, là, mon texte, il fit plus. Oh, le mic... Faut que le mic soit rigide, il faut qu'il soit fluide, il faut qu'il soit plus... OK, fait que ça va... C'est le micro qui est pas assez rigide, c'est ça? Tu fais ça comme graduellement, puis tantôt, il l'a fait en une coche. OK. Non. Bon, ben voici les pas assez serré. behind the scenes. C'est comme une pâte à pizza, finalement, là. Moi, idéalement, c'est... Oui, idéalement, moi, c'est de même que je le vois comme une espèce de pâte à pizza qu'on peut essayer qui est malléable, qu'on peut mettre dans n'importe quelle circonstance. Puis tu sais, justement... La majorité des rappers, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué leur texte sur ce beat-là, puis c'est comme, si on pas ce beat-là, ils sont un peu déstabilisés, tu sais. Tandis que moi, c'est l'inverse, j'essaie d'adapter mon flow à tout ce qui m'entoure. Tu sais, comme quand j'écris, ça c'est vraiment... OK, dans le processus de création, on peut en revenir... parce que moi, j'ai posé cette question-là beaucoup aux rappers, c'est quoi ton processus? Puis je remarque qu'il y a une en moyenne, les rappers, ils écrivent en écoutant de la musique. C'est comme ils choisissent leur beat. C'est comme dans l'ordre, la première étape, c'est tu trouves le beat, puis après, t'écris les paroles. Mais moi, ça a toujours été l'inverse. C'est que j'ai toujours écrit les paroles dans mon bloc-notes, pas de beat. Puis après, je prends mon texte, puis je peux le faire fitter, en fait, sur n'importe quel beat. Puis au-delà de faire fitter, genre, la rythmique et puis le tempo, j'essaye de faire fitter aussi les mélodies puis les inflexions. Fait que j'essaye de pouvoir le transposer même sur différentes tonalités. Puis ça, c'est vraiment ça que je pense que ça a pu m'aider dans la fin des faibles à ce niveau-là. Puis comment t'en arrives à avoir un texte qui est aussi malléable que ça, tu sais? Il faut quand même... Parce que il y a toutes sortes de sonorités que tu peux pas nécessairement ajuster sur n'importe quel beat en arrière. Là. Tu sais, Sam, tu m'en parlais l'autre fois, là, je sais pas comment tu avais décrit ça, là, mais qu'il faut que les paroles d'une chanson, ça sonne le plus proche possible de quand on met le stress quand on parle, tu sais, pour que ça soit reconnaissable pour la prosodie, disons. Ouais, c'est ça le terme, la prosodie. Fait que, tu sais, si ton texte il est pas fait pour fitter sur un beat en particulier, il peut avoir un fuck, tu sais, tu vas arrêter ton pitch en plein milieu d'une phrase puis là t'es obligé de le repartir sur un autre je sais pas les termes, sur un autre strophe. Non, mais c'est une super bonne question, mais tu sais, en fait, le truc, c'est de le pratiquer de plusieurs manières différentes, puis de le pratiquer, puis qu'à un moment donné, ton texte, ça devient comme une extension de toi-même. Fait que tu peux vraiment comme le faire à la vitesse de l'éclair si t'as besoin de le faire à cette vitesse-là, ou tu peux le faire super lentement si t'as besoin. Sauf que l'affaire, c'est que le rap, c'est souvent en 4/4, qui est un truc très, très simple. C'est comme un loop répétitif, puis il y a pas d'affaire de trucs jazzés en genre, je sais pas trop, en 7/8, ou je sais pas trop, où est-ce que, tu sais, comme ça va pas louper de manière fluide. Fait que, dans le fond, effectivement, il y a des textes qui vont pas fitter sur n'importe quel beat, là, c'est sûr que ça peut arriver, mais moi, ma job à moi, c'est d'essayer de faire en sorte que ça paraisse pas. D'essayer comme de... Puis tu sais, aussi, j'ai quand même un bon répertoire de textes, fait que je peux quand même choisir le texte que je veux, mais pas à la fin des faibles, là, parce qu'à la fin des faibles, il fallait faire approuver nos textes à l'avance, puis il fallait qu'on stick to it, puis qu'on fasse qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait faire, parce que, tu sais, eux, fallait qu'ils passent un petit peu au peigne fin nos propos par rapport aux anglicismes puis à ces trucs-là.
Mais quand même, tu sais, comme l'idée, c'est de pouvoir essayer de faire n'importe quel texte, à peu près sur n'importe quel beat. Moi, c'est un peu une fierté que j'ai de pouvoir faire ça. Puis quand tu arrives au district, mettons, tu arrives avec plusieurs textes que tu sais que tu vas utiliser pendant la soirée, puis tu les adaptes aux circonstances, ou... Ouais, c'est ça, oui, puis tu sais, là, souvent, de plus en plus, je m'autorise à faire des impros. Puis ça, c'est vraiment grâce au district et, ben, tu sais, c'est ça, quand la fin des fêtes, puis quand j'ai eu l'autorisation, la confirmation que j'y allais, ben là, je me suis dit, là, c'est important de me pratiquer à improviser. Puis c'était vraiment ça mon talon d'Achille, puis c'était vraiment au district que ça m'a vraiment le plus aidé parce que le faire devant un public, c'est pas le faire comme tout seul devant ton ordi, tu sais, il y a une adrénaline de plus, puis tu peux pas te permettre d'échapper le ballon. Puis quand c'est pas bon, on dirait que tu le sens tout de suite. Ben non, c'est ça, c'est comme ton honneur est en jeu, là. T'as-tu l'impression que t'es pas mal plus critique que ton public quand tu l'échappes? Définitivement, parce que moi, j'ai un idole que je regarde, tu sais, comme avec admiration, puis moi, je veux aller vers sa direction à lui. Fait que pour moi, c'est Harry Mack. Okay. C'est un Américain, il a à peu près mon âge, tu sais. Puis lui, dans le fond, avant de croiser ce personnage-là, je savais pas qu'on pouvait faire des improvisations aussi pointues que ça, puis aussi riches que ça. Genre, lui, il m'a vraiment montré que c'était possible de le faire, puis je le savais pas. Parce que souvent, les impros, c'est un peu comme boboche, comme j'essaye de dire quelque chose qui rime juste avant que le beat recommence, là, tu sais. Tandis que lui, non, tu sais, il improvise du rap comme on écrit du rap, c'est-à-dire avec des trucs à double sens, des rimes super riches, puis il se répète pas, il dit pas trop souvent en yo, tu sais, il y a pas comme de filler, genre le moins possible, tu sais. Fait que puis lui, il m'a montré que c'est vraiment en pratiquant, puis en essayant de travailler sur des lacunes que tu peux vraiment t'améliorer. Lui, il est drummer jazz de formation. Puis c'est pour ça que lui, il a la discipline de travailler, puis il a comme appris à il a étudié la musique, fait que dans le fond, dans sa tête, c'est toujours en tac, 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 tac. Alors, il connaît les subdivisions, là. C'est ça, puis il peut substituer chaque son par une syllabe pour dire des mots. Fait que dans le fond, lui, dans sa tête, c'est comme si c'était toujours des solos de drum, tu sais. Mais c'est son vocabulaire qu'il utilise pour taper à la place. C'est ça. Puis fait il peut changer de flow. Fait qu'il peut faire tac, 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 pendant qu'il rappe, genre. Puis au lieu, tu sais, fait que moi, ça m'impressionne au bout. Fait que moi, dans le fond, je me compare à lui. Fait que pour moi, je suis un débutant, mais quelqu'un qui connaît pas ça, je suis un fucking génie, là, tu sais. Fait que c'est comme une question de perspective tout le temps. Justement, ça, j'allais dire, je le connais pas. Fait que c'est pour ça qu'on t'a invité. Mais là, finalement. Bon, on va l'appeler lui. Ben, finalement, tu sais. Non, mais. Fait que mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de similaire entre, mettons, drummer jazz puis le rap, là. Tu sais, quand t'écoutes un drum jazz, là, c'est toute l'attention est mise sur les subdivisions puis de comment tu vas switcher super rapidement à un autre rythmique puis tu prends les gens par surprise. Il y a de quoi de jazzy là, dans le rap. Oui. Là. Puis moi, en fait, un des styles de rap que je préfère, c'est le rap jazzy, tu sais, avec des bons vieux samples. Tu sais, là, que t'écoutes le loop, là, puis il feel poussiéreux, avec t'entends le vinyle, t'entends l'aiguille du vinyle, là, tu sais, des bons, des boom bap vieux jazz, genre, ça me fait vraiment vibrer. Puis oui, effectivement, c'est très jazzy. Fait que c'est dans la mentalité. Dans le fond, lui, ce qu'il disait par rapport à l'improvisation, Harry Mack, c'est que lui, il y avait un de ses mentors qui disait... dans le fond, quand tu pratiques à faire des solos de jazz, puis toi, t'es super technique, t'es super comme solfège, la théorie, t'es très, très comme minutieux sur ça. T'apprends, tu pratiques, puis il dit quand t'improvises, t'oublies tout ça, puis tu laisses un peu ta mémoire mécanique reprendre le dessus, puis tu laisses ton intuition, tu sais, comme filer, genre que ça va bien aller, puis que tu vas l'avoir quasiment, tu vas l'avoir du premier coup, tu vas improviser parce que t'as tellement pratiqué souvent ça que, tu sais, comme ton corps, il sait où aller, tu sais. C'est un peu la même affaire avec ton cerveau, c'est que tu pratiques ton improvisation de rap, ton freestyle, puis à un moment donné, tu sais, comme t'as des tournures qu'un peu, tu le sais que ça va, où est-ce que tu t'en vas, tu connais ton chemin, puis tu sais, dans le fond, c'est comme, dans ton cerveau, les chemins neuronaux, c'est un petit peu comme quand tu laisse ta trace dans la neige avec des skis, mettons. Puis si tu fais souvent le même chemin, à un moment donné, tu vas pouvoir accéder plus rapidement à ta banque de rimes ou à des genres de bouts de rap déjà un peu préécrits, mais que tu mélanges avec le moment présent, avec ce qui t'entoure. Puis là, tu sais, c'est comme, plus tu fais ce chemin-là souvent, mais plus tes chemins neuronaux sont comme bien définis dans la neige. Puis tu sais, comme là, tu peux y aller plus facilement. Fait que c'est un peu ça le principe. Le chemin est plus rapide. C'est un peu comme le songwriting, tu sais. Le songwriting, c'est comme... Au début, on dirait que t'es comme... Il y a tellement de possibilités. T'es comme... Ben là, ça, c'est un couplet. Même au début, structurer un couplet, un refrain, on dirait que tout est possible. C'est pas grave, là, tu sais. Puis à un moment donné, tu finis par comprendre, ça marche. Ça, c'est tout le temps un chemin qui marche.
puis à un moment donné, tu finis par arriver à écrire une tune super rapidement, qui est super concise, qui est super bonne. Puis même des fois, au début, tu peux écrire une tune super rapidement, mais c'est comme un peu la chance du débutant, d'une certaine manière, là. Mais c'est comme vomir un peu ce que tu gardes en toi depuis longtemps. Mais au début, c'est un peu moins abouti que quand tu l'as fait plein de fois. Puis que moi, ça m'a choqué à un moment donné quand que... Au début, je faisais de la musique, c'était super facile quand j'étais ado. Tout marchait, c'était super bon. Puis à un moment donné, genre, à chaque fois que j'essayais de composer, je frappais un mur là, pendant un genre de 4 ans. C'était difficile là, d'arriver à une toune qui marchait. Mais en fait, je pense qui te satisfaisait toi. C'est peut-être ça aussi. T'étais peut-être très critique, non? Avec toi-même? Ouais, peut-être. Mais je pense que c'est le fait qu'à un moment donné, je comprenais plus qu'est-ce qui se passait. Au début, t'es comme tout est bon. Tout est magique, tu sais. Hey, j'ai fait ça, c'est hot. J'ai fait ça. Mais à un moment donné, tu te rends compte, ouais, OK, mais là, c'est pas si hot. Puis là, t'essayes de... Puis là, t'as un gros travail de défrichage ou de marcher dans la neige avec tes raquettes, justement, comme tu dis, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça débloque plus rapidement, tu sais. Puis ça peut être long, là, ce chemin-là. Toi, comment ça s'est passé, toi? Mais en termes de songwriting, c'est que moi, j'ai pas vraiment de misère à embrasser l'idée qu'il y a un moule pour une toune. C'est-à-dire que moi, j'aime ça le déconstruire, ce moule-là. Ouais. Mais il y a des fois où ça me va très bien que ce soit couplet-refrain, genre. Puis tu sais, dans le rap, les couplets, c'est des 16 lignes, 16 bars, 16 mesures. Fait que tu sais, comme pour moi, c'est simple parce que on dirait que la formule est déjà établie. J'ai juste à c'est comme si j'avais un canevas que j'ai juste à remplir. Couplet, refrain, couplet, bridge, refrain, mettons. Ça me convient. Puis des fois, c'est sûr que c'est le fun de déconstruire tout ça, de jouer, de mélanger ça, puis de faire comme, je vais faire un fucking long couplet, puis il y aura pas de refrain. Ou il y aura un refrain qui va revenir juste une fois, donc ce sera techniquement pas un refrain. Mais c'est arrivé quand, ça, dans ton processus? C'était-tu au début? C'était-tu à force de le faire, au début, t'étais-tu du genre à vouloir révolutionner la musique ou ben t'étais comme tant mieux qu'il y ait un cadre, moi il me satisfait. Non, c'est ça, j'ai eu besoin de mes petits trous pendant vraiment longtemps pour tu sais comme moi le cadre il me rassurait, tu sais c'est comme ça me guidait puis justement ça aide aussi à déterminer quand ta tune est finie. C'est-à-dire que là, tu sais, comme ça peut tellement s'éterniser pendant longtemps, genre de comme je rajoute-tu un 3e verse, comme puis là, c'est comme combien. Fait que tu sais, si tu dis non, on va faire comme dans les règles de l'art, on fait une tune tac tac tac, puis après ça quand j'aurai les habiletés, ben après ça je pourrais déconstruire, faire des tunes plus longues, plus expérimenter des affaires. Fait que non, c'est pas arrivé au début là, ça a vraiment pris du temps. Puis au début, moi la manière que j'ai composé, la première tune que j'ai écrite à la base, c'était un poème d'amour qui s'est transformé en chanson. Puis après ça, la deuxième, c'était mon heartbreak. C'est comme ça venait ensemble. Classique. Puis après ça, c'était vraiment des rap battles. Où est-ce que je faisais des rap battles en format MP3 avec un beat sur Internet, sur des forums, où est-ce qu'on uploadait nos MP3 avant telle date. Tu sais, on se faisait des match-up, toi contre toi, telle date. Moi, j'upload ma tune, toi, t'uploades ta tune, puis c'est le reste... Mais c'était comme un rank abessique virtuel, parce que c'était sur le forum Internet, puis c'était comme qui avait le plus d'amis virtuels un peu qui gagnait, dans un certain sens, parce que les utilisateurs allaient voter, ils cliquaient pour celui qu'ils préféraient. Mais moi, c'est le même que j'ai appris, tu sais, ma technique d'écriture, c'est comme faire des doubles sens, tu sais, des chutes, des punchlines, qu'on appelle, puis des rimes riches, toutes ces affaires-là, c'est vraiment à travers la perspective du rap battle que je l'ai appris. Puis après ça, plus tard, j'ai appliqué ces mêmes techniques d'écriture-là au songwriting, à écrire des chansons avec des thématiques plus que insulter quelqu'un gratuitement. Ouais. C'est ça. T'as starté à la 8 Miles un peu, finalement. Ouais, mais 8 Miles... Sur le web. Ouais, c'est ça. Sur des forums, ouais, c'est ça. C'est pas très street gangster, mais c'était la réalité. Puis justement, dans ce temps-là, on se niaisait par rapport à ça parce que, tu sais, c'était comme... On s'appelait les netsees, où est-ce que, tu sais, c'est comme t'es un rapper qui rappe juste sur Internet, dans un certain sens. Puis il y avait comme l'espèce de dualité entre... Moi, j'ai déjà fait des shows dans la vraie vie. Toi, t'as juste rappé sur MySpace, là, tu sais, que c'était comme une insulte, là, de se faire traiter de netsie. À cette heure, ça va, j'ai plus cette étiquette-là parce que j'ai fait bien en masse de spectacles, mais au début, c'était quelque chose, là. C'était comme, tu voulais pas être un netsie parce que, tu sais, ça voulait dire que t'avais pas réussi à briser l'espèce de cage de verre qu'est l'Internet. Parce que, tu sais, l'Internet, tout le monde peut rapper sur Internet, c'est facile. En ce moment, quasiment tout le contenu est exclusivement diffusé sur Internet, je veux dire, le monde se font connaître rien qu'avec ça, tu sais. Mais imagine, genre, quelqu'un qui a jamais été capable de réussir à se
booker une gig en dehors de l'Internet, là, tu sais, comme, c'est ça. C'est comme si tu réussissais à franchir une étape. C'est comme si t'avais un badge, genre, je suis parti de l'Internet puis je suis sorti de ce moule-là pour arriver dans le vrai monde, là, tu sais. J'ai levelé, j'ai eu une promotion, c'est ça, là. puis on me paye pour rapper, tu sais, c'est comme un peu ça aussi, là, tu sais. Ça a-tu été un cheminement vraiment long, tu sais? Ça t'a pris combien de temps de passer de Netsy à avoir des gigs? En fait, les gigs, ça a été long, mais la scène est disponible à tous ceux qui veulent bien la voir, tu sais, parce que les open mic... Moi, c'est les open mic, parce que, tu sais, encore aujourd'hui, je suis le gars des open mic, mais tu sais, je veux dire, j'ai pris toutes les opportunités qui se sont présentées à moi, que ce soit à la radio, dans l'arène du slam de poésie, où est-ce que ce sont les poètes et les artistes de la parole qui compétitionnent. Moi, j'allais là en tant que rapper dans un slam de poésie, mais pour moi, c'était une scène. Je faisais pas vraiment la distinction, tu sais, je faisais juste comme, il y a un mic, il y a un public, c'est une scène. Ouais, c'est ça, je suis là, tu sais, ça m'intéresse. Puis, tu sais, les open mic, avant, c'était à la Ninkasi. Puis c'était les gars de Raton Lover, puis avant, c'était Mélogramme, leur nom. Puis eux autres, c'était eux qui orchestraient ça. Puis moi, à tous les mardis, j'allais là religieusement, tu sais, au jam, puis moi, c'est un peu comme ça. Fait que, tu sais, dans le fond... Ça, c'est v'là combien de temps? Ben, c'était en 2012. J'ai trouvé ça, ça fait 10 ans, là, de ça. Fait que pour moi, c'est vraiment de même que j'ai appris à apprivoiser la scène, puis à un moment donné, de fil en aiguille, là, ton téléphone sonne parce que tu t'es produit, tu sais, devant du monde, puis des fois, même les gens me demandaient, ça tenterait-tu d'animer mon événement, tu sais, aussi l'animation. Puis c'est ça, puis on m'a proposé d'animer les architectes du son. Je l'ai faite durant 10 ans, de 2010 à 2020. Puis ça, c'était une autre manière pour moi aussi de un peu mettre mon pied dans l'industrie, un peu mettre mon pied dans la place, puis aussi une manière de mettre ma brique dans le mur du rap keb, puis de la culture de la scène locale. Puis c'était une manière pour moi aussi de découvrir, tu sais, comme... humblement, comment tu fais une toune, tu sais, je le demandais moi aussi aux artistes, c'est quoi tu t'écris des rhymes dans un bloc-notes, papier, crayon, tu mets le beat en premier, c'est qui, avec qui tu où t'enregistres, nanana. Fait que tu sais, comme, j'ai essayé de démystifier ça, rendre ça un peu plus accessible, puis tu sais, fait que comme ça aussi. Puis j'invitais du monde à rapper à la radio aussi. Moi, dans le fond, j'ai été fier de pouvoir offrir à plein de monde leur première chance. Une opportunité de péter leur bulle de verre, comment tu dis ça? Exactement, de les sortir de l'Internet et de les amener dans le vrai monde, tu sais, un peu, tu sais. Fait que oui, absolument. Tu dois avoir des anecdotes quand même le fun de ces premières années-là, les premières fois que tu t'es prêt, tu sais, genre, t'as-tu vomi du spaghetti dans la salle de bain avant de te présenter devant la fin? Ben, en fait, les rap battles, moi, j'ai assisté, genre, à la transition de battle sur Internet à battle en live, un peu comme les... Mais dans ces années-là, dans 2010, 2000... En plus, c'est quelle année que je travaillais chez Dej? Dans ces fin 2000 jusqu'à 2012, il y avait quand même une bonne communauté ici à Québec là, qui en faisait des rap battles assez régulièrement. Là. T'as dû participer à ça. Le premier battle que j'ai fait, c'était en 2009, puis c'est contre Adamo. Que vous connaissez peut-être. Ouais. Il y a ça sur Internet. C'était une vidéo YouTube poussiéreux. Puis, tu sais, moi, on était le main event de cet événement-là. Puis, c'était Pascal Chrono Plan B3 qui avait organisé ça. Il y avait plein de battles. Puis, tu sais, comme moi, il faisait tellement frais. C'était dehors. Un rap battle l'hiver dehors. Genre, on avait la gueule gelée. Genre, pas moyen de parler. Puis là, genre, man, la face qui te genre quel c'est hot, tu fais un rap battle, t'as l'air de faire un AVC. C'est pas c'est correct, ça sentit toast. Mais non, mais Adamo, était-tu bon? Ben, en fait, lui, il a toujours eu son charisme légendaire, son style. Puis tu voyais déjà qu'il y avait quand même beaucoup de potentiel, sauf que lui, il était bon pour l'auto-sabotage, tu sais, parce qu'il arrivait, il était comme pas préparé, il oubliait ses lyrics, il était un peu chaud d'ail, tu sais, genre... mais c'est cool parce que ça fait de lui l'homme qu'il est, c'est son charisme, c'est son personnage. Son nom de rapper, c'était Di Sarono, tu sais, fait que ça te donne une idée. Puis, ouais, c'était une belle expérience. Pour moi, ça, c'était mon premier battle devant du vrai monde, tu sais, parce qu'avant ça, c'était juste sur Internet, puis après ça, je n'ai fait comme 3-4 autres, puis oui, là, j'étais stressé dans les toilettes avant, je me suis pas vomi dessus, là, mais le mom spaghetti, là, ouais, absolument, puis tu sais, je veux dire, c'est tellement absurde, tu sais, comme tu passes comme 2 mois à composer, à mémoriser, genre, un affaire que tu vas faire juste une fois, genre, devant plein de monde, puis tu mets... OK, c'est de la préparation à ce point-là. Là. Ouais, dans le fond, c'est parce qu'il y a 2 types de battles. Il y a ceux qui sont improvisés,
Puis il y a ceux qui sont écrits d'avance, un peu comme les Word Up Battles. Ça, c'était écrit d'avance, mais tu sais, comme pas un an d'avance, genre 1 mois ou 2 maximum d'avance. Tu savais contre qui tu te pognais, mais même à ça, il y a moyen d'oublier son texte. Là, tu sais, comme, étant donné que c'est écrit d'avance, le public avait des attentes vraiment plus élevées. Parce que là, tu as eu le temps de préparer des doubles sens, mais qu'est-ce que ça des veut rimes dire? riches. Vous vous préparez ensemble comme un match de lutte? Non. C'est que tu sais pas qu'est-ce que l'autre va dire. Fait que tu peux juste essayer d'anticiper qu'est-ce que l'autre va dire. Puis des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Vous connaissez le beat sur lequel vous allez le faire, par exemple? C'était a cappella. Il y avait pas de beat. OK, ouais, c'est bon. Oui. Fait que c'était a cappella, pas de beat. Puis là, toi, l'autre, dans le fond, l'autre, il fouillait dans ton Facebook, il essayait de trouver genre le nom de tes amis, de ta famille, de ton ex. Ton ex, une photo, ce que t'es assis sur la bolle. Genre, tu sais. Fait que c'était un peu ça. Puis là, tu sais, mais en vrai, c'était vraiment celui ou celle qui réussissait à prouver sa supériorité lyrical, miracle. Tu sais, c'est vraiment comme, ça prend des rimes, ça prend du flow, ça prend des punchs. Puis en fait, il faut juste que tu mettes la foule de ton bord, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Mais pour moi, c'était une grande école parce que, tu sais, genre, tu l'apprends à la dure, là, tu sais. Quand t'es pas bon, man, tu te le fais dire que t'es pas bon, là, tu sais. Genre, il y aura pas de flatter dans le sens du poil, puis il y a pas d'affaire avec le dos de la cuillère, là, tu sais. Si t'es poche, t'es poche. Le public te boue out, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, en plus, à un moment donné, c'est une compétition. Si tu gagnes pas, puis tu gagnes pas, puis tu gagnes pas, puis tu gagnes pas, à un moment donné, c'est démoralisant, tu sais, genre, mais à un moment donné, whoop, tu gagnes, t'en gagnes un, whoop, 2, whoop, à un moment donné, tu pognes une bonne vitesse de croisière, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, je pense que je suis un bon rapper. T'sais. La victoire était donnée par quoi? Par acclamation? Non, il y avait des juges. En fait, souvent, c'est des juges, là, Okay. puis il étaient des juges qui sont comme issus de l'industrie, du monde qu'on connaissait, tu sais, fait que, ouais, c'est ça, c'est... Qui était juge à ton premier, t'en rappelles-tu? Ouais, il y avait Elmé, qui a participé à la fin des faibles. Okay. Il y avait un gars qui s'appelle Phil, je pense. Phil Hamel était là. Il y avait Sadamos. Puis il était 4. Puis c'est-tu quoi, man? C'est malade. Parce que là, il s'est passé de quoi? OK, je peux vous raconter. Il y a une anecdote avec ça. Let's go. OK. Normalement, dans un rap battle, tu demandes un nombre impair de juges pour qu'il y ait comme 3 pour un puis 2 pour l'autre. Tu peux pas arriver avec ça. Cool, sauf que là, il y a eu une égalité, tu sais. Il y a eu, dans le battle contre Adamo, il y avait 4 juges. Fait qu'ils ont fait un rap battle pour déterminer qui allait gagner, mettons, entre eux. Mais non, je vais t'expliquer. C'est qu'à ce moment-là, c'était populaire de le faire. Puis à un moment donné, ils ont arrêté de faire ça. Mais c'est qu'à ce moment-là, on nous demandait de préparer 4 rounds. Dans le fond, un battle, c'est 3 rounds. OK. Puis on nous demandait toujours d'en préparer un 4e au cas où il y aurait une égalité, ou qu'il y aurait un overtime, ou mettons que tous les juges disent « Ah non, c'est vraiment trop serré, ça prend un autre round pour déterminer un gagnant. » Mais là, c'est ça. Fait que moi, prolongation. J'avais préparé une prolongation, puis Adamo aussi, tu sais. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu 2 juges qui ont voté pour une prolongation, mais il y a 2 juges qui ont voté pour Adamo. Mais là, techniquement, après ça, on a essayé de démystifier tout ça. Apparemment que ça aurait dû être automatiquement une victoire pour Adamo, parce que techniquement que... Ils n'ont pas voté pour toi. Ils n'ont pas voté pour moi, puis les juges pour prolongation, c'est comme si c'était un point pour chaque, mettons. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, on a fait une prolongation, puis j'ai gagné la prolongation. Fait que techniquement, j'ai gagné le battle contre Adamo en prolongation. Fait que ça, c'est ça qui est arrivé. Mais dans la vidéo officielle, ils ont coupé la prolongation puis ils ont dit Adamo a gagné. Puis finalement, il y a quelqu'un d'autre qui était là sur place qui a filmé puis qui a mis la totalité de la vidéo. Fait qu'il y a les 2 vidéos sur YouTube si vous voulez l'écouter. Mais attends un peu, pourquoi? Mais pourquoi il y a du monde qui ont truqué ça? Je comprends pas, là, ton affaire. OK. C'est que quand finalement on a fait la prolongation puis que j'ai gagné, à la fin de la soirée, on est allé prendre une bière ensemble, toute la gang, on s'est amusé. Puis finalement, ils sont revenus sur leur décision. Ils ont dit finalement... Il aurait jamais dû avoir de prolongation parce que ça aurait dû être Adamo qui gagne à la fin du 3e verse. Puis finalement, on l'annule, on la monte pas, puis on fait juste dire que c'est lui qui a gagné. Mais l'autre affaire aussi, c'est qu'on avait gagé 100$ pour ce battle-là, lui puis moi. Oh shit, Fait que là, moi, j'étais comme, je m'en allais réclamer mon 100$. Puis là, finalement, ils ont dit non, c'est toi qui lui dois 100$. Là, j'ai fait, attends une minute. Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai mis de l'eau dans mon vin, puis lui aussi, puis on a juste fait... Vous avez annulé la bête. C'est ça. OK, fait que tu dois encore 100$ à Adamo, c'est ça que tu veux dire. Ou lui me doit 100$, parce que techniquement, les gens qui étaient sur place, ils savent que c'est moi qui ai gagné. Ils m'ont vu gagner, tu sais, parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la prolongation, je m'étais vraiment mieux préparé que lui, puis lui, il était comme un peu sloppy, puis moi, j'étais arrivé comme une tonne de briques, puis lui, tu sais, comme, il a essayé d'improviser, puis tu sais, c'est comme ça paraissait qu'il avait pas mis l'énergie nécessaire pour la prolongation. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Mais moi, c'est ma première anecdote de rap battle. Ça, c'était en 2009. Cool anecdote. C'était où, hein? C'était dans le
stationnement du pneu raté à Limoilou. Non! Je te jure! Genre, Oui. au bord du pont, Oui. là. Oh, c'est old oui. school, esti, Oui, ouais. puis en plus, la majorité du monde, ils venaient de Montréal. Tu sais, dans le fond, genre, tout ce monde-là venait de Montréal, puis moi, ça a donné que j'étais de Québec, tu sais. Fait que... Adamo, il habitait à Montréal, c'est quoi? Ouais, puis même les Ok. gens qui organisaient ça, c'était à Montréal, puis voilà. Capoté, hein? Se déplace de Montréal. Puis ça, c'était lui qui était en hiver, là, qui était dehors. Ouais. Ah ouais, ça se déplace de Montréal pour aller... Dans Pour un aller parking faire de pneus dans ratés, un parking malade, de shop de tailleur à Limoilou. Québec, à C'est Limoilou. À moins 20, esti, C'est c'est super hip-hop. incroyable. Puis, dans le fond, et là, sur YouTube, dans le fond, c'est Di Sarono versus Cogité. Puis si tu veux la version avec prolongation, tu tapes dans la recherche BDVSK. Puis c'est la vidéo que tu vas trouver. C'est Allez laquelle voir. qui est truquée? C'est laquelle? Mais truqué, c'est juste qu'ils ont coupé avant la fin. Là. C'est la version officielle. C'est la version officielle du plan B3. Mais tu sais, comme moi, tu sais, comme c'est tellement ridicule puis absurde que tu sais, que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis aujourd'hui, Adamo, tu sais, c'est mon chum de gars. C'est lui qui m'a demandé de faire son générique d'introduction pour le temps d'un jujube. Tu sais, fait que c'est comme. Ben oui. C'est capoté. Puis tu sais, moi, quand je l'ai vu gagner au dé, c'était tellement surréel, cette affaire-là aussi. Parce que tu sais, comme. C'était une blague à la base. C'était son chum de gars, J7, qui a fait un post sur Facebook. Il a dit, hey, s'il y a 500 likes sur ça, Adamo s'inscrit à OD. Genre. C'était comme un gag. C'était un dare, là. Hey, un pour dare. 500 Il l'a likes. fait, puis finalement, il a gagné. Hey, pour 500 likes, t'imagines-tu, tu sais, c'est pas... C'est pas un si haut que niveau, là, ouais. C'était genre 200 ou 500, un truc comme ça, là. si bol. Capoté. Hey. Ah, ça, c'est une autre affaire. C'est toi qui as fait son générique, mais c'est toi qui as fait le générique de début pour notre podcast aussi. Absolument. Là. Fait que, tu sais, tu fais pas Qu'on rien. le dise. Ouais, c'est Qu'on ben, le tu sais, qu'on le plug, mais c'est parce que c'est ça, tu fais pas juste du rap, là, tu sais. Ben non. Tu fais du motion design. Oui, aussi. c'est ça, je suis motion designer, puis tu Il sais, y a je quand veux même dire, pas une si grosse marge entre les deux, finalement. Là, tu sais. Ben, moi, c'est l'art. Il y a tu du sais, c'est rythme comme- aussi. Puis... Ouais, absolument. Puis tu sais, moi, c'est tu sais, comme je peux vivre de mon art, je suis satisfait. Tu sais, genre, je peux taponner, puis qu'on me paye en échange. Je That's suis it. là, tu sais, ça m'intéresse. Puis effectivement, il y a toute la notion de timing, la rythmique, puis oui, synchroniser avec la musique. Fait que oui, toutes mes connaissances musicales me servent en animation parce qu'effectivement, c'est comme tout. Faut que ça file naturel, tout ça. Fait que, ouais, ça prend. Dans le fond, c'est dans les subtilités, le souci du détail, ces affaires-là, c'est super important, là. Fait que oui, je suis motion designer parce que faire du rap, c'est pas payant pendant un bon bout de temps, là, T'avais faut besoin d'un manger, là. sideline, Ben ouais. Oui, Puis c'est ça. t'es autodidacte dans les deux, comme t'as développé ça par intérêt, peu importe le skill. Oui, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, quand j'étais jeune, je tripais bien gros sur Photoshop. Genre, il y a un de mes collègues à l'école, au secondaire, qui m'avait craqué Photoshop CS4, genre sur un CD, puis il m'avait installé ça, puis moi, je capotais, là. Fait que là, genre, j'ai fait des tutoriels Photoshop, puis même au secondaire, je commençais déjà à être un petit peu habile dans Photoshop. Puis éventuellement, plus tard dans ma vie, je suis allé au cégep, j'ai fait une attestation d'études collégiales au cégep Limoilou en technique de production multimédia. Ça, c'est un long titre pour dire qu'on apprenait à taponner dans à peu près n'importe quel logiciel de la suite Adobe. Puis, tu sais, on faisait un petit peu de tournage, un petit peu d'enregistrement, un petit peu de 3D, du After Effects, Premiere, Audition. On apprenait à faire des sites web, on apprenait le langage Flash, on apprenait tellement d'affaires, c'était un petit peu, j'étais submergé, tu sais. Qui n'existe plus. Ouais, le c'est ça, Flash, Flash là, est dead à ça, cette là, heure. il nous Chris appre- de bonne affaire aussi. Man, il nous l'apprenait, puis il dit dans 2 ans, ça va être mort. Genre, je me capotais. Genre, il nous apprenait le action script, puis il nous disait clairement que c'était un langage qui Ah, était... tout le monde le savait que ça allait Là, finir par crever, c'était surréel, c'était absurde. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai appris un petit peu After Effects à ce moment-là, mais mon prof, lui, il était un gars de Final Cut. Puis After Effects, il le connaissait pas vraiment. Il le connaissait juste assez pour nous faire créer une composition, tu sais, un canevas de base, un carré, puis faire une rotation de 90 degrés à ton carré. Là, c'était pas mal ça que j'ai appris dans le cours. À ce temps, tu fais ça avec Prési dans le temps de le dire. Ben non, c'est ça, tu sais, mais c'est de base. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais compris qu'il y avait du potentiel parce que j'avais vu la liste d'effets, puis il y avait tellement d'affaires à faire, puis tu sais, puis là, j'ai compris que c'était comme une version de Photoshop, c'est stéroïde dans le fond, c'est parce que c'était comme Photoshop avec une timeline puis des keyframes, des clés d'animation que tu peux animer. Fait que là, tu peux prendre tous les effets que tu peux faire dans Photoshop, mais tu peux leur donner une vie, tu peux les animer puis faire en sorte que whoop, ça arrive, puis là, whoop, puis là, le texte, puis là... Et puis là, après ça, j'ai mangé des tutoriels sur YouTube, puis j'en ai tellement fait. Puis dans le fond, c'est grandement grâce à ça que j'ai appris, mais faut absolument que je mentionne que à la fin de ce cours-là au cégep, moi, j'ai fait un stage en entreprise. Puis finalement, l'entreprise m'a engagé pendant 8 ans. J'ai travaillé là pendant 8 ans avant de démissionner. Puis c'est vraiment... Partir de ta propre affaire. C'est ça.
C'est ça. Parce que tout ce temps-là, j'en faisais un petit peu on the side, là, tu sais. Mais tu sais, à ma job, j'étais payé à l'heure, puis à un moment donné, genre, j'avais atteint ma limite, là. J'avais appris ce que j'avais appris, j'avais donné ce que j'avais à donner, puis je me suis dit, c'est sûr que si je le fais à mon propre compte, là, ça va être vraiment meilleur pour moi. C'est ça qui est arrivé. Une décision que je ne regretterai jamais, d'avoir démissionné de mon 9 à 5, là, tu sais, genre, pour devenir entrepreneur puis travailleur autonome, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Quand je l'ai faite, j'ai vraiment senti le poids du monde s'enlever sur mes épaules, même pour de vrai, là, c'est inexplicable, tu sais. Tu sentais pas un risque à faire ça? Tu l'as fait comme au bon moment ou c'est quoi, pourquoi? Il y avait un risque énorme, puis j'étais prêt mentalement à manger des toasts au beurre de pinot pendant 2 ans s'il l'avait fallu, tu sais. Genre, moi, j'étais prêt, là, tu sais, j'étais comme... Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Parce que dans la vie, quand tu fais de la place... Parce que dans le fond, c'est que j'avais juste pas le temps d'avoir d'autres projets parce que j'étais trop occupé à faire du 9 à 5 à une autre place, tu sais. Ouais. Fait que là, quand j'ai libéré mon horaire pour respirer, ben là, finalement, naturellement, ça s'est rempli avec d'autres projets puis d'autres mondes, puis tu sais, comme de fil en aiguille, c'est vraiment comme... Tu sais, j'étais prêt au pire, puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé, tu sais. Mais tout ça pour dire que j'ai appris énormément en travaillant là, à cet endroit-là, puis tu sais, j'avais un mentor qui, lui, avait étudié bien le After Effects, puis il m'a vraiment montré plein de techniques, puis tu sais, mais encore à ce jour, tu sais, comme tantôt encore, je checkais des tutoriels puis des trucs sur... quoi de neuf avec After Effects en 2022, puis qu'est-ce qui se passe, parce que c'est comme un langage, tu sais. C'est quelque chose qui évolue tout le temps, puis à chaque année, ils font des nouvelles versions du logiciel avec des améliorations, puis tu sais, moi, je veux savoir un peu c'est quoi ces affaires-là, tu sais. Ouais, probablement pareil comme dans le rap, tu t'as du monde qui font des affaires vraiment fucked up, fait que tu tombes sur leur projet eux autres, tu fais hey, comment que vous avez fait ça, puis comment que vous avez mixé ça, puis ça te donne de l'inspiration sur tes propres projets puis ta propre manière de travailler. Ben oui, puis c'est ça, mais puis tu sais, comme s'inspirer et ne pas plagier, on est d'accord, tu sais, que c'est comme toujours la ligne elle peut parfois être mince, là, tu sais, moi je suis pas du style à plagier, mais par contre des fois, tu sais, comme tu sais, tu penses à une rime ou à une phrase, puis là, tu fais comme, coudonc, c'est-tu moi qui a pensé à ça ou j'ai entendu ça en 2007 d'une toune, genre, c'est-tu moi qui l'ai vraiment pensé? Puis là, genre, moi, ça c'est le genre de pensée qui me hante. Ouais. Ça me hante. Je suis tout le temps en train de me dire, c'est-tu moi qui a pensé à ça ou je l'ai volé sans m'en rendre compte, tu sais? Ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois dans ma vie, genre, que, effectivement, genre... Par accident, là, puis je m'en veux tellement, là, je veux pas. Parce que, tu sais, comme... tout le concept de ghostwriting dans le rap, c'est pas vraiment quelque chose de très, très présent. T'sais, dans la pop, oui. Dans le R&B, sauf que dans le rap, tu sais, comme quand t'es un rapper... Ton produit principal, c'est ton texte. C'est ça, c'est ta fierté, genre. C'est comme, en plus, t'es supposé être authentique dans tes paroles. Ouais. Fait que, tu sais, si c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit pour toi, il me semble... Il est où ton talent, dans le fond? Parce que le rapper, c'est pas simplement un interprète, c'est l'auteur aussi. En tout cas, à mon avis, là, tu sais, genre, il faut que tu sois un peu l'auteur, là, tu sais. Puis si tu le fais autour d'une table avec des potes, OK. Sauf que, tu sais, mettons, il y a le concept, là, tu sais, comme que t'achètes une... Tu sais, comme il y a des gens qui font des maquettes, puis t'as un autre artiste qui écoute ce shit track-là, puis il l'achète, puis il fait une version finale avec, ben, tu sais, comme... apparemment que Drake aurait fait ça plusieurs fois, puis tu sais, moi... Je peux comprendre que les artistes... Parce qu'à un moment donné, quand t'es avec un major label, ils veulent que tu produises, puis que tu produises, puis que tu produises, puis que tu produises, comme, tu sais, fait que... Comment de temps ça te prend, mettons, écrire un texte duquel t'es satisfait, puis qui vient malléable comme c'est incroyable. Ben, tu sais, moi, au début, ça me prenait comme 1 an. Genre, ça aurait pu prendre 1 an à écrire une toune. À ce temps, ça va vraiment plus vite, tu sais, comme, parce que j'ai comme des mécanismes, là, puis je l'ai fait plusieurs fois, fait que, mais je vais t'avouer que récemment, je peux prendre, en l'intérieur d'une journée, je peux écrire de quoi de vraiment satisfaisant. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que c'est satisfaisant parce que j'ai appris à let go. Des affaires. Avant, genre, j'étais comme, je voulais pas, tu sais, comme, non. C'est pas parfait, c'est pas correct. C'est correct, le let go, puis on en fera un autre. Mais quand même, il faut prendre le temps de le faire en 2 étapes. C'est-à-dire que j'écris mon texte, puis après ça, je le révise. C'est comme l'écrire, c'est comme le brouillon, puis le mettre au propre. Puis c'est important de faire les 2. Il y a combien de temps entre les 2? Il faut se donner le temps quasiment de l'oublier, pour pouvoir avoir l'effet que de la première impression. De retomber sur un texte et de faire comme si c'était pas toi qui l'avais écrit. Ah ouais, c'est moi qui ai écrit ça. Ouais, exact. Puis ou à l'inverse, comme... Arc, c'est moi qui ai écrit ça. Arc, genre poubelle, tu sais. Fait que c'est full important pour moi. Combien de temps? Ça peut être 1 semaine, 1 mois, je sais pas, tu sais, mais quand même, il faut se donner le temps de laisser la poussière retomber. Puis après ça, vient le temps de la mémorisation, puis essayer de rentrer l'espèce des mouvements peut-être là-dedans, puis de le répéter comme un travail, tu sais, comme... C'est comme, au début, tu trouves l'idée, puis après ça, faut que tu travailles dessus. Il faut que tu polisses ta sphère ici, ton idéosphère. Faut que tu la polisses comme ça ici. Parce que... Non, amène pas la police ici. Amène pas la police ici! Non, tant qu'à être dans un jeu de mots.
Puis c'est important parce que c'est rarement clean du premier coup, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. T'as l'idée, après ça, tu la mets au propre. Après ça, tu rajoutes peut-être du flow, c'est-à-dire des mélodies, tu sais. Puis après ça, tu la mémorises. Puis après ça, ben, tu l'enregistres. Dans cet ordre-là. Souvent, moi, genre, je vais au studio puis je connais mes verses par cœur. Tu sais, j'arrive pas là avec l'idéal. Ça arrive des fois que ça va me prendre mon téléphone pour me remémorer un peu mes paroles, mais la majorité du temps, c'est quelque chose que j'ai pratiqué. J'ai fait une maquette chez nous qui sonne comme la merde, là, mais je l'ai écoutée. Après ça, j'arrive en studio puis je suis prêt, tu sais. Puis je connais beaucoup de rappers qui, eux, ils arrivent dans le studio puis ils commencent à écrire un peu sur le coin de la table, un peu à l'arrache, puis ils vont dans le boot, ils enregistrent. Puis c'est bon, man. Fait que ça se peut, là, tu sais. C'est juste pas mon processus à moi. On dirait qu'il y a comme les deux options. C'est soit que t'arrives puis tu y vas premier jet puis tu y vas avec les premières idées puis ça va être bon parce que c'est cru puis c'est sur le tas, là. C'est fait genre sur le fly. Puis il y a l'autre option, c'est que tu l'as tellement pratiqué que ton interprétation, t'es rendu capable de la rendre magique à chaque fois. Mm-hmm. Parce que j'ai remarqué qu'il y a comme un gap entre les deux. C'est que t'as la magie du hey, c'est la première fois que je le fais, il y a comme un feeling nice, t'as l'émotion qui est là. Puis là, après ça, tu la refais. Plus tu la refais, plus ça devient terne. Puis à un moment donné, là, c'est là que le bon interprète se démarque. Oui. Tu sais, c'est que là, quand t'es capable tu l'as tellement pratiqué, puis tu l'as tellement interprété que ton interprétation va être magique à chaque fois. J'ai l'impression que toi, quand tu rentres en studio, c'est que tu l'as tellement pratiqué que ton interprétation, t'es capable de la rendre magique à chaque fois. Ben, c'est ça l'objectif, effectivement. Puis tu sais, t'as mis le doigt dessus, c'est que à un moment donné, tu l'as tellement pratiqué, c'est que t'es libre de mettre plus d'énergie sur l'interprétation. C'est-à-dire que la mémorisation, genre, j'ai plus peur d'oublier mon verse parce que je le connais par cœur depuis tellement longtemps que à cette heure, la chose sur laquelle je me concentre, c'est la manière dont je le livre. Ouais. Puis, tu sais, comme, je sais que je vais pas faire de fausses notes. Dans le fond, là, c'est vraiment comme rajouter de l'intention dans ton interprétation. Puis c'est ça, c'est comme tous des niveaux de complexité que tu ajoutes. Au début, tu l'écris, après ça, tu le mets au propre, après ça, tu le mémorises, puis là, après ça, c'est comme, tu lui rajoutes de l'intention, puis ça vient comme par étapes de même, puis ça vient souvent un après l'autre, là, tu sais, mais quand même, quand t'écris, moi, quand j'écris, j'essaie de réfléchir à comment ça va filer, comment ça va sonner, puis j'essaie que même à l'intérieur des mots que j'utilise, que ça se sente que c'est sincère, authentique, que ça va faciliter mon interprétation plus tard. Parce que si je dis quelque chose que je pense vraiment, puis qui est vraiment comme proche de ma tu sais, qui est sincère, puis qui est proche de ma réalité, puis que ben, ça va être facile pour moi de l'interpréter comme si, tu sais, c'est pas fictif, mettons. Fait que c'est ça. Ton interprétation, es-tu bonne pour toi quand que tu te rapproches le plus possible de comment tu te sentais quand tu l'as écrit, ou c'est plus une affaire de je l'ai fait évoluer cette émotion-là puis cette idée-là, puis je trouve qu'il est plus abouti maintenant. Je sais pas si c'est clair. Ben, c'est un mélange des deux, je pense, mais je pense que la première option est la meilleure, c'est-à-dire que c'est plus proche de quand je l'ai écrit, tu sais, comme plus proche de la racine. Puis l'autre affaire aussi que tu mentionnais tantôt, la prosodie, un peu comme, je veux pas que ça sonne comme si c'est forcé. Mm-hmm. Puis souvent, mon problème en mon écriture, c'était ça au début, c'est que je voulais tellement mettre des rhymes complexes partout que ça sonnait un peu tiré par les cheveux, mon affaire. Ouais. Puis mon écriture, à cette heure, j'ai continué d'avoir cette complexité-là dans les rimes, sauf que je veux vraiment que ça se rapproche le plus possible de quand je parle. Je veux pas que t'aies l'impression que quand je rappe, genre, j'ai tout mis ma phrase à l'envers pour qu'elle rime finalement, genre, tu sais, ça peut arriver encore, mais c'est ce que j'essaie d'éviter le plus possible. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est que tu veux que ça feel naturel. C'est vraiment ça que tu veux, là. C'est ce que j'ai compris éventuellement dans la musique, parce que j'ai pas eu le même parcours que toi. Toi, tu disais, cool, j'aime ça avoir un cadre parce que là, je sais où je m'en vais, puis je vais faire une tune je vais être capable de la finir, puis ça va se tenir. Moi, c'était l'inverse. J'avais le syndrome du je veux révolutionner la manière que ça se fait. Puis je me suis rendu juste compte que je faisais des tunes de marde parce que je comprenais pas ce que je faisais. J'avais pas les connaissances, j'avais pas l'expérience de le faire, tu sais, finalement. Ça fait que je renais beaucoup dans la chance du débutant pis ces affaires-là, tu sais, puis plus que je pratiquais, moins que ça marchait, j'étais pas en contrôle de ce que je faisais, finalement, tu sais. Mais, tu sais, parce qu'il y a comme des affaires standards que... Comment dire? J'écoutais une vidéo de Vox, puis là, il expliquait que l'être humain aime la répétition.
Les trucs qui sont loupés, puis c'est comme, c'est satisfaisant parce que, dans le fond, c'est que c'est rassurant. T'es rassuré parce que tu le sais que le loop, il va revenir. Puis c'est vraiment ça qui te fait sentir bien aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, est-ce que je comprends que tu faisais des tunes qui étaient juste trop longues, qu'il n'y avait pas de structure? Mais au début, c'était super naturel. Tu sais, quand on disait, il y a de quoi d'avantageux de rester dans quelque chose qui est naturel. Au début, j'étais tellement pas qualifié pour le faire que c'était nécessairement naturel. J'avais pas de skills. À un moment donné, tu pognes une étape où tu commences à développer des skills puis tu as le goût de show off des skills. Puis là, c'est là que tu te tires dans le pied, je trouve, parce que tu les maîtrises pas assez à ce moment-là pour les show off souvent. Puis tu les mélanges toutes en même temps. Tu les mélanges toutes. Pas la bonne affaire avec la bonne affaire, puis ça fait tout un mix... Puis là, t'as l'impression que tu révolutionnes la musique, mais en fait, ce que t'es en train de faire, c'est de faire de la boucane avec tes pneus, là, genre... Oui, vraiment. Tu fais de la drift avec ton char monté, là. C'est fou. Mais c'est pas hot, là, tu sais. Ben, c'est parce que t'as tellement raison, tu sais. Dans le fond, c'est que, en anglais, ils disent « less is more », là, tu sais. Puis effectivement, tu sais, on a tous déjà vu, genre, un solo de guitare qui avait tellement trop de notes pour rien, genre... Ça devient juste comme étourdissant, ou une chanteuse d'opéra ou quelqu'un qui veut trop en mettre, genre elle veut juste show off sa technique incroyable que le commun des mortels pourrait pas faire. Ben, tu sais, comme un peu genre le rapper, il va vouloir faire un même affaire, genre un peu comme wow, tu sais, comme take a chill pill, relax un peu, puis less is more, puis je te dirais que c'est vraiment difficile. Less is more, c'est une des plus grosses leçons que j'ai appris, genre, dans mon cursus. Puis, tu sais, moi, c'est une grosse partie de ma job aussi, écrire, là, mais je fais de l'analyse puis du conseil aux décideurs. Puis, un de mes gros mentors qui m'a appris à bien rédiger, là, puis à m'assurer que mes textes allaient au but puis qu'ils allaient servir leur cause. Et il disait, une phrase, c'est 10 mots puis un point. Jamais plus, jamais moins que ça. Si ta phrase a fait plus que 10 mots, là, Faut que t'en fasses deux. Faut que t'en fasses deux. T'as deux idées là-dedans. Là. Tu vois, ça, c'est un cadre aussi. Ouais, mais. Qui peut aider. Ben, tu sais, tu peux le casser après, puis tu peux faire, cette phrase-là mérite un petit peu plus de cadre. Mais si tu te fies à cette règle-là en partant, tu te rends compte que t'en mets souvent ben trop. Comme dans tes super questions longues qu'on comprend pas vraiment. Je le sais. Mais c'est drôle parce que justement, je donnais un atelier récemment d'écriture à l'Université Laval, puis je disais aux étudiants, tu sais, les phrases qui commencent par conséquemment à ce qui précède. Non, t'as pas besoin. Parce que, tu sais, ils sont habitués de vouloir mettre plus de mots pour remplir le nombre de mots. Ça, c'est juste à cause qu'on avait un nombre de mots à faire dans nos, dans nos rédactions écrites là, au secondaire. Là, on en mettait crissement plus que le client demandait, puis on faisait des fautes à cause de ça. Je sais pas si vous suivez sur Facebook la page sujet amené. Là. Non. C'est du bonbon. Là. Ça vaut vraiment la peine. C'est des profs de français. J'imagine jusqu'au cégep là, avec la qualité de l'écriture là, qui posent des sujets amenés de leurs étudiants. Là, mais, oh my God, OK. Ah ouais, tu sais, depuis la nuit des temps, en veux-tu, en v'là. Conséquemment à ce que j'ai dit avant, comme tu viens juste de dire. Si j'étais bon là-dedans, j'étais le meilleur au secondaire. Prends des rallongis pour dire de quoi de full simple. Ben oui, parce que j'avais pas de propos, je savais pas ce que je disais. C'est comme il manquait c'était vide, là. C'est comme la moitié, c'est de l'air. Là. Ben oui. À cette heure, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'aimerais ça en une phrase dire de quoi de super complexe. Là, je veux dire des grandes choses avec le moins de mots possible. T'as-tu l'impression que tu deviens trop dense? Non, mais ça peut effectivement des fois filer comme ça, tu sais, parce que si tu veux trop être jam-pack puis trop dire d'affaires en une phrase, effectivement, ça devient juste incompréhensible. Là. Mais l'idéal pour moi, ce serait d'écrire des phrases qui vont persister dans le temps et écrire quasiment comme des proverbes. T'sais, moi, j'aimerais ça que dans le futur, genre, on se rappelle des phrases que j'ai écrites. Puis que on utilise une de tes phrases, un de tes verses signé Cogité pour... Ou même si c'est pas signé Cogité, c'est genre un proverbe. On sait jamais. Pascal, là, je m'excuse. Là. Le micro, ça Qu'est-ce que ça continue à sonner de la marde de même? Là, je prends mes clics puis mes claques puis je décalisse. Mais là, tu l'as même pas replacé une fois depuis qu'on a commencé. 2 fois, mais ça a pas été montré à la caméra parce que Léo, il fait du Christ de bon montage. Bon, excusez-moi. Bon, ça, c'est dit. Non, l'idée, c'est ça, c'est de... Tu sais, comme un proverbe. Ah oui, c'est ça. Un proverbe, pourquoi on sait jamais vraiment trop c'est qui les a dit? Ou c'est quoi? OK, la question, c'était c'est quoi la différence entre un proverbe, une maxime, une parabole... j'en avais un autre. Je me suis toujours posé la question parce qu'on dirait que c'est un peu toute la même affaire. Un adage. C'est comme on dit toutes des synonymes de la même affaire, genre.
Puis tu sais, pourquoi on sait jamais trop c'est qui les a dit? Genre, à un moment donné, ça devient du common knowledge, là. C'est ça. Ben moi, si j'ai une de mes phrases qui devient du common knowledge, genre qu'on sait pas trop d'où ça vient, mais que dans le futur, j'aimerais ça. Genre, un don à la langue française, tu sais, un genre de don, un leg. Ouais, c'est ça. Ça serait ma contribution, tu sais. J'aurais inventé une expression. Ça serait cool. Mais bon... Tu vas puiser, tu sais, dans l'écriture de tes textes, tu vas puiser ton inspiration de quoi? C'est quoi? Parce que là, tu parles beaucoup de s'assurer de pas trop avoir de mots, pas trop d'air, ou d'être concentré dans tes idées, mais tu sais, c'est où est-ce que tu vas chercher le message que tu veux transmettre? Ben, en fait, c'est que souvent, je laisse la sonorité des mots me guider, puis après ça, je découvre du sens dedans. C'est-à-dire que je trouve des mots qui riment ensemble ou des groupes de mots qui riment de manière très riche, là, des rimes à plusieurs syllabes. Après ça, je fais une liste de ça. Puis après ça, j'essaie de faire des liens entre ça. Puis c'est que je souligne le lien qui existe déjà entre les choses. C'est sûr que des fois, je vais écrire une phrase que je veux dire quelque chose, puis après ça, je vais trouver des trucs qui riment avec. Mais ça, des fois, c'est l'ordre inverse, là. Mais tu sais, comme là, j'ai pas mon téléphone, mais je fais des listes de rimes, puis des fois, c'est vraiment comme en regardant ça, là, je fais comme, oh, il y a de quoi là, ou c'est quand il y a un double sens. Dans le fond, moi, j'aime ça avoir, tu sais, les moments de eureka. Genre la lumière qui allume. La sérendipité. La sérendipité, effectivement. La sérendipité. C'est le mot que je cherche. Serendipity en anglais. Serendipity. En français, c'est sérendipité. Oui, il a été francisé. Sérendipité. Okay. La sérendipité, c'est comme quand les idées se bousculent puis qu'il y a une idée en amène une autre, mais que la première idée, tu l'aurais pas eu sans avoir eu l'autre d'avant, puis que c'est un peu ça. C'est Eureka, là. C'est d'avoir, tu sais, de constater quelque chose, de découvrir un nouveau sens. Mais c'est pas un peu ça, la créativité trucs, en général, dans le sens qu'il n'y a pas une idée qui arrive pas à cause d'une autre idée. Mais tu sais, comme moi, j'ai pas vraiment trouvé de moyen de provoquer ce sentiment-là, parce que tu sais, dans le fond, moi, je dis souvent. C'est pas moi qui trouve l'inspiration, c'est elle qui me trouve dans le fond, parce que c'est comme des fois j'ai des idées à des moments inopportuns, puis c'est comme c'est pas moi qui choisis trop, puis qu'est-ce que tu fais avec une idée à un temps inopportun? Ben avant je la laissais filer puis je m'en voulais le lendemain. Mettons t'es couché dans le lit puis tu te dis ah oui j'ai vraiment une bonne idée pour une line ou un rhyme, puis là tu te dis ah non je suis trop fatigué, je vais juste la prendre en note demain matin mais que je me lève. Mais non, tu l'auras plus, ouais c'est ça. Ça là c'est fini, elle est partie, elle s'est sauvée. Fait qu'à cette heure c'est que je la prends en note quand elle passe, je la capture, je la laisse pas. T'as des petits carnets de notes un peu mon partout. téléphone. Oui. Carnet de notes, beaucoup. C'est drôle parce que quand j'ai travaillé pendant comme une couple d'années quand j'étais adolescent là, dans une pharmacie. Puis j'avais tout le temps un calepin de notes dans mes poches. Puis je suis retombé là-dessus en déménageant. Des vieux calepins de notes avec des bouts de tunes, puis des bouts de ni queue ni tête, puis des bouts de rap battle. Où est-ce que, tu sais, comme à cette heure, ça se dirait... Je pourrais plus dire ça, là, tu sais, des affaires comme... Tu sais, comme... Au début de mon écriture, j'ai vraiment fait l'exercice de penser aux pires affaires que mon cerveau pouvait penser pour faire réagir le monde. À cette heure, je suis plus là, sauf que j'ai fait l'exercice quand j'étais plus jeune. Puis même à un moment donné, quand j'ai commencé à faire des tunes, au début, j'étais comme... Ah non, moi, faire des tunes, c'est pas pour moi, ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a vraiment fallu que j'écrive une tune encore une fois à travers la perspective du rap battle, parce que je faisais plus juste des battles genre insulter la personne, je faisais des battles à thème où est-ce que les deux MCs se font imposer la même thématique, puis tu dois composer un texte ou une tune sur cette thématique-là, puis c'est encore une fois les gens du forum qui votent pour. Fait que tu sais, moi c'est le même que j'ai commencé à écrire des tunes, genre fait que voilà, je sais pas pourquoi je racontais ça, mais ouais. Écrire, je laisse les sonorités me guider, mais parfois aussi, j'ai vraiment comme une intention claire avec une thématique claire. Récemment, dans le fond, avec un jeune, tu sais, j'ai demandé comme toi, tu veux écrire sur quoi? Puis là, c'était comme un peu un jeune rebelle, puis là, il était comme, ah, moi, je veux parler de la guerre. Bon, OK, on va parler de la guerre, puis je suis comme, ah, on pourrait peut-être parler de la guerre en Ukraine. OK. Puis après ça, genre, Poutine. Fait que là, j'ai essayé de montrer qu'on pouvait s'amuser, genre, avec des contraintes. C'est-à-dire, j'ai dit, gars, on pourrait faire un parallèle entre Poutine, genre, la bouffe, Poutine, la guerre, le truc le plus cliché qu'on peut se faire, mais c'est de le tourner en de quoi de pas cheesy. Me voyez-vous? Oh, OK. Fait que c'est genre Poutine, char d'assaut, et homme de guerre au bedon, Poutine, fromage, sauce et pommes de terre dans le bedon, Poutine. Même si c'est un cliché qui date, pour moi, le parallèle m'apparaît inévitable. Puis là, j'ai écrit un genre de 16 bars avec Poutine, genre, où est-ce que je dis...
Tu manges du fast-food. L'Ukraine est en train de manger sa claque. T'as du ketchup sur le bord de la gueule, c'est du sang écarlate. Et il croit régler ses problèmes en multipliant les attaques. On peut dire que Poutine est définitivement dans les patates. Un truc de même. Ah, OK, fucking nice. J'essayais, mais tu sais, c'était pour un jeune au secondaire, mais tu sais, comme, j'essayais de dire comme, check, on peut se donner des contraintes puis avoir du fun avec, là. Tu sais, comme pas une contrainte poche plate, mais tu sais, comme, moi, les contraintes, c'est ce qui m'aide à écrire parce que ma contrainte numéro 1, c'est de faire des rimes, mettons, parce que je suis un rapper. Fait que ça, c'est une contrainte que j'apprécie faire. Puis après ça, souvent, quand je vais voir les jeunes à l'école, je leur fais un long palindrome où est-ce que, tu sais, ça se lit à l'endroit puis à l'envers. Mais je leur écris la phrase « Engage le jeu que je le gagne ». Fait que engage le jeu que je le gagne. Fait que là, à la maison, si vous voulez, écrivez-le. C'est un palindrome. C'est un palindrome, toute cette phrase-là. Fait que si tu prends la dernière lettre du E de gagne, puis tu prends ce que tu reviens vers le début, ça se lit à l'endroit comme à l'envers. Moi, j'arrive, je leur écris ça. Puis là, dans le fond, ils sont comme wow, tu sais, genre en voulant dire, tu sais, les contraintes, ça peut être le fun. Puis c'est celle que toi, tu t'imposes. Puis je leur dis, écoute, l'écriture, c'est comme un carré de sable où est-ce que chaque grain de sable est potentiellement une lettre de l'alphabet, puis tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux faire un château, tu peux faire une baleine, tu peux creuser un trou, tu peux prendre tout le sable puis pitcher en dehors du bac à sable. Si tu veux, tu peux créer les règlements de ton jeu, tu sais. Fait que c'est toi qui fais Mais en te mettant des règlements, tu t'assures de créer quelque chose qui a du corps ou qui veut dire de quoi. Puis y a-tu vraiment moyen de créer quoi que ce soit sans aucun... Si t'as aucun règlement, si t'as rien. Ouais, mais imagine, tu fais juste des néologismes, là, où est-ce que tu dis juste des mots qui n'existent pas. Genre, effectivement, c'est parce que dans le fond, créer, je pense que c'est dans le but de communiquer. Fait que si tu fais en sorte que ta création est difficile d'accès, ben tu viens un peu de te peinturer dans le coin, puis tu viens un peu de t'emprisonner toi-même dans ton art incompréhensible. C'est comme si j'avais inventé ma propre langue, il y a juste moi qui comprends. Je suis comme, come on guys, vous trouvez pas ça nice? C'est comme on trouve pas ça nice, on comprend rien, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Comme... Ouais. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est l'heure du tarot, mais que juste avant, comme c'est devenu l'habitude, je prendrais une pause. On aurait une pause? Ouais. On peut prendre une pause. Une petite courte pause, puis après ça, une courte carte. OK. J'ai essayé de faire un jeu de mots, là, mais c'est pas tout le monde qui est expert comme toi, là, ici, là. Man, je me rappelle plus. Elles sont Bandcamp, je pense. Si, ok. Ça peut le first, Je fais des bonnes choses, mais les choses... Non, je fais des bad moves, mais les choses bonnes, je les fais comme il faut. Comme l'effet domino, man. Regarde autour, puis écoute, puis je me souviens qu'un coup de main, ça vient jamais pour rien. Puis, je me rappelle plus de la fin. Ah, mais je pense qu'à la fin, je dis lettre de noblesse. Non, je dis pas lettre de noblesse, je dis... Ah, man, je suis vraiment mêlé. Mais allez écouter ça, c'est pas sur Spotify. C'est la même affaire, tu sais, genre, on a parlé d'intelligence artificielle avec un autre invité, là, puis, c'est un gros débat actuellement, là, à savoir, si tu legit d'utiliser des intelligences artificielles pour faire des pochettes d'albums, mettons, tu sais, t'enlèves-tu de la job à des artistes, t'sais? Ben, mais en réalité, c'est juste un nouveau médium, tu sais, ça permet... Exactement, puis il y a du monde qui vont apprendre à se servir de l'intelligence artificielle pour concocter des images qui sont vraiment cool. Ben, absolument. Puis c'est la même affaire que quand on a développé n'importe quel outil de communication nouveau ou révolutionnaire, là, tu sais, je veux dire... Quand le monde a commencé à composer de la musique avec un clavecin, c'était une révolution autant que quand on a commencé à faire de l'édition numérique. Là. Ben non, mais c'est ça, effectivement, parce que je checkais une chaîne YouTube et le gars, il disait un peu la même affaire. Il disait que... Je sais, c'est moi qui y ai appris. Ah, tu as tout montré! Que c'est un peu le même principe que quand Photoshop est arrivé. Tu sais, Photoshop... Ça l'a révolutionné. Les gens disaient que c'était de la triche, que c'était pas vraiment de l'art parce qu'ils pensaient que l'ordi faisait tout à ta place. Ouais, mais faut que tu saches t'en servir comme il faut si tu veux que ça donne un résultat qui a de l'allure, tu sais. Exactement. Pareil avec After Effects puis tout, là, tu sais, je veux dire, ou n'importe quel film de VFX que tu vas voir, là, tu sais, les grosses productions de Marvel, il y en a des couches d'effets spéciaux par-dessus ça. Il y a du humain qui clique, là. Il y a du clic. Ben oui, puis du dessin, puis tout ce que tu veux, tu sais, c'est pas parce que tu fais ça rendu, tu sais, tu fais ça avec des machines que c'est moins impressionnant. Tu sais, mettons, les dessins animés, c'est plus la même affaire, c'est plus full de couches de papier calque, une par-dessus l'autre, qui font passer, puis une photo à la fois. Mais il y a encore, tu sais, c'est plus facile de faire des affaires plus élaborées, mais ça rend pas nécessairement l'intervention humaine pas nécessaire. Tu sais, les machines, ils font rien qu'assister ce qu'on fait dans la vie, tu sais.
Fait que tu disais, je suis en train d'éliminer la job de représentant d'assurance. C'était pas rien qu'une tournure de phrase de dire, je suis en train de diminuer le besoin par rapport à ça. J'ai encore besoin de monde spécialisé en assurance. Mais j'ai besoin du monde spécialisé en assurance qui ont des jobs plus intellectuels puis bien moins ingrates que juste répondre au téléphone puis se faire envoyer chier par quelqu'un parce que leur prix n'est pas bon. J'ai besoin de conseillers à souscription qui comprennent vraiment profondément c'est quoi les besoins d'assurance, comment que ça fonctionne un contrat, c'est quoi une protection qui est adéquate pour le client, c'est quoi une intervention qui est paritaire puis qui est correcte pour l'assureur aussi, qui va arriver à un partage du risque qui est correct, puis c'est eux autres qu'il faut qu'ils m'expliquent ça puis que je sois capable de coder dans la machine. Fait que je vais avoir quand même besoin d'humains qui comprennent les assurances. J'aurai juste plus besoin de monde qui font de la job de bras ingrate. L'opération. D'opération, exactement. En fait, on les appelle carrément de même. Là. C'est des cellules opérationnelles. On en a encore besoin pour l'instant parce qu'il faut qu'on sache où sont les principales frustrations des clients pour pas les inclure dans notre système automatisé. Mais un coup que ça c'est fait, après ça, l'important, c'est l'interaction entre la corporation puis la population. Là. Puis ça prend des humains pour la comprendre de toute façon. T'sais. Mais c'est intéressant ce que tu disais par rapport aussi à... Est-ce que c'est de la triche un peu de demander à une intelligence artificielle de faire ta pochette d'album? Je sais pas. Moi, tu sais, comme, effectivement, quand je travaillais à mon ancienne job, on avait le running gag, des fois on se demandait si le client il pensait pas qu'il y avait un piton genre auto-animate, là, genre où est-ce que tu pèses sur un piton puis tout pouf, ça fait quasiment bouger. Faut qu'il y ait un humain qui est impliqué quand même dans l'intelligence artificielle, faut que tu l'opères d'une certaine manière, tu sais. Faut que tu le programmes du moins. Ben c'est ça, c'est juste que dans le fond, ce que je comprends, c'est que peut-être que dans le futur, les gens qui vont être des artistes, ça va être plus pas des programmeurs, mais oui, peut-être, là. C'est-à-dire que, OK, il y a des gens qui sont... Tu sais, moi, je suis designer, mais je suis pas très bon avec un crayon pour dessiner. Mais si tu me donnes un ordi, puis un clavier, puis une souris, là, je peux te designer des affaires. Ben, c'est un peu le même principe. J'imagine que quand, dans le futur, on va utiliser des comme DALL-E 2, que tu vas juste avoir à rentrer des mots pour pouvoir générer des images. Mais même avec ça, tu sais, moi, je suis bien fan de John Oliver. Là, je sais pas si vous regardez ses affaires. Là. Mais tu sais, il a fait tout un épisode de Last Week Tonight sur DALL-E 2, justement. OK. Puis... c'est drôle parce que lui-même a été comme le sujet du plus d'images qui inclut une vedette au début. Là, je pensais qu'il avait restreint le mettre des visages humains plus connus. Fait que dans le fond, tu peux écrire John Oliver fait ci. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, là, il y a un artiste ou une personne qui a joué avec DALL-E qui a fait toute une histoire d'amour entre John Oliver puis un chou, tu sais. Puis genre, tu sais, ça rencontre avec le chou, puis ça chicane avec le chou, puis c'est le début de leur histoire d'amour, puis leur première date, puis leur ci, puis leur ça, tu sais. Puis la personne a tweaké ses phrases pour que finalement le résultat des images donne quelque chose de cohérent puis d'intéressant à regarder. C'est photoréaliste, là, quasiment. Ben, tu sais, genre, tu vois que c'est un peu fucked up pareil, là. C'est comme des photos de choux trouvées sur Internet mélangées avec la face de John Oliver. Okay. Il y a des fois des affaires qui sont un petit peu psychédéliques. Mais, tu sais, la personne, il a fallu qu'elle tweak comment qu'elle faisait sa requête à la machine. Il a fallu qu'elle ait son idée de faire une histoire d'amour entre un chou et John Oliver. Il a fallu qu'elle ait plusieurs étapes à son histoire qui la rend le fun à regarder puis que ça fait comme une espèce de BD, tu sais. Fait qu'au final, DALL-E a fait toute la job de composition visuelle, mais le choix a été fait par un humain de quelle composition visuelle qui était à faire. Puis la requête, les directives ont dû être faites par un humain, tu sais. Puis ça s'améliore, puis tranquillement, pas vite, la machine est capable de créer des images qui sont encore plus cool, puis plus fancy, puis qui ont l'air encore plus d'être composées par des êtres humains, mais l'interaction vient quand même de personnes avant, tu sais. D'une commande fait que humaine. ça devient rien qu'un médium différent. C'est pas tout le monde qui va être aussi habile à utiliser ça que les autres. Parce qu'effectivement, il faut que tu mettes les bons mots quasiment dans le bon ordre. Il faut que tu mettes les bons mots pour décrire plus précisément ce que tu veux. Puis c'est comme une manière différente d'exploiter ta créativité. Parce qu'avant, tu sais, c'est comme papier-crayon, après ça, c'est clavier-ordi. Mais là, c'est pas juste ça. C'est aussi comme... mais c'est simple, mais c'est complexe en même temps. Puis... Fait que dans le fond, moi, je pense que c'est juste une extension. C'est comme... c'est le prolongement. C'est comme c'est la suite de Photoshop dans un certain sens. C'est un outil. Ne serait-ce aussi que...
j'ai une relation avec la machine quand vient le temps de créer une œuvre musicale qui est particulière dans le sens que le dernier album de Arfan, Laugh Away the Sun, on avait utilisé beaucoup la machine numérique, des plugins qui étaient numériques pour exploiter leurs lacunes puis créer du chaos avec lequel on allait faire de la musique. Le glitch de la matrice, genre, Ouais. tu voulais jouer de la musique avec. J'utilise, puis c'est une affaire qui me fait encore triper, là, tu sais, je vais rentrer un peu dans le geek stuff, mais tu sais, je sais pas si t'as des connaissances Vas-y, un on peu va voir, je sais pas. en son, mais un gate, je sais pas si tu sais comment que ça C'est comme fonctionne. le maximum que le son peut aller? Non. Un gate, c'est comme n'importe quel son qui est en dessous de tel seuil, je veux pas l'entendre. OK, c'est ça. Tu OK. comprends? Mais ça me fait triper, moi, de paramétrer un gate pour que ça... utiliser sa lacune de la manière qui est programmée. Je vais à la limite de ça pour le faire bugger pour créer un son intéressant. Mhm, Tu sais? mhm. Ça fait que c'est un peu la même affaire avec l'intelligence artificielle. C'est que tu testes les limites de la patente. Qu'est-ce que je peux faire avec ça pour faire un œuvre? produire quand même juste ce que tu lui demandes d'écrire. Exact. Tu sais, puis c'est une machine. Fait que reste que, même si c'est de l'intelligence artificielle, il doit quand même avoir un genre de spot que tu peux utiliser créativement pour faire de quoi de différent des autres. Il y aura toujours un humain pour venir fucker la patente. Ouais, puis tu sais, C'est c'est parce ça. que le concept d'intelligence artificielle lui-même, il est comme trompeur, là, parce qu'on utilise l'intelligence artificielle, mais c'est pas une machine qui réfléchit puis qui est conscience de soi-même. Ça reste quand même rien qu'une grosse arborescence essentiellement de si alors là. En C'est, ce moment. Ben Attention à ce que tu dis, là. Parce que Ouais, ben, peut-être tu sais, que dans le futur, Non, mais je suis 100%. analyser toutes les vidéos YouTube Ah, mais en même ils vont temps. dire, Pascal pensait qu'on n'avait pas d'âme. Non, mais je suis 100% soumis à nos futurs dirigeants robotiques. Ok, là, ok, et ben. puis, ça fait longtemps que j'en parle puis que je le mets partout sur Internet. Ils savent que je suis un de leurs principaux alliés. Là, mais actuellement, Il se protège. au moment où on est en train de parler, ils sont pas encore en domination. Puis Avant que Arnold ils sont, arrive, ils sont en train d'évoluer vers là. Mais pour l'instant, c'est vrai ce que je dis. Tu sais. Genre, éventuellement, non. Là. Puis je vais faire toute la promotion que vous me demandez de faire. Ça va être Je vous back, là. Je suis vraiment de votre bord. C'est l'enfer. Mais- Ouais, c'est ça. Tu sais, comme une table tournante, là, à la base, c'était pas fait pour faire du scratch. Il a fallu qu'un humain s'en mêle, qu'il l'utilise pas comme il faut pour créer un nouveau ouais. son. Ou bien créatif. basic, là, on parle de technologie, là, tu sais, puis c'est facile de tomber dans le débat que la technologie facilite ou empire les affaires quand on parle de digital ou même, tu sais, de table tournante, puis toute la kit, c'est mécanique, c'est vraiment récent. Mais tu sais, l'alphabet, là, ou les chiffres arabes, tu sais. C'est de la Les technologie. chiffres arabes, c'est de la technologie aussi. Puis les chiffres arabes, ça a simplifié l'évolution des mathématiques, ça a fait une explosion dans l'astronomie puis dans les mathématiques. Rajouter le zéro, c'est tout ça? Rajouter le zéro, mais la forme qu'on donne aux chiffres actuellement, tu sais, de 1 jusqu'à 9, là, avec le zéro, là, la forme qu'ils ont, c'est une innovation qui date du Moyen Âge. Là. Avant ça, puis en Occident, la manière de compter, c'était d'utiliser les chiffres romains. Essaye de faire de l'algèbre complexe avec des chiffres romains, c'est C'est compliqué déjà en des lettres. tabarnak. Oh my God! Ah ouais, c'est ça, ça vient mêlant vite en hostie, genre, puis là, ils ont pas de papier, puis tu sais, genre, t'écris sur n'importe quoi. Là, tu réduis tes symboles à genre 10 symboles qui représentent tout ce que tu veux. C'est une innovation majeure. Ouais. Puis là, on pourrait dire, c'était de la triche, tabarnak. Moi, genre, je faisais mes équations avec des chiffres romains. Ouais, c'est Ta ça. gueule, là, tu sais, genre, on est Non. rendu avec ça. C'est ça, puis ça va va permettre à notre cerveau sûrement de se libérer de des tâches fastidieuses, puis de juste la création va Tu sais, devenir quelque chose d'autre. l'impression, c'était-tu de la triche, tu sais? Genre, les seuls livres qu'on pouvait faire avant, c'était des moines copistes qui les faisaient. C'était des bibles. Dans le Quand fond. on a passé à l'impression, on s'est mis à être capable de copier toutes ces affaires-là dans le temps de le dire, genre. Mais ça crée des affaires
ça nous a permis d'être où ce qu'on en est. Ça partage le savoir vraiment plus rapidement. Ça posait à l'innovation, c'est stupide. L'affaire aussi, c'est que à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a toujours le risque que quelqu'un s'en serve à mauvais escient. Tu sais, comme la bombe, apparemment, que c'était inventé pour se protéger, mais ça n'a pas été long que quelqu'un l'utilise pour l'attaquer. Puis là, tu sais, comme dans cette circonstance-ci, avec l'intelligence comme DALL-E, le risque, ce serait, mettons, que on puisse générer des images photoréalistes de choses qui sont fictives, puis tu sais, comme l'utiliser à mauvais escient, comme Avec les deepfakes. des deepfakes, essayer Ouais. de faire dire des choses à du monde qui ont jamais dites, puis après ça, là, tu mets le monde dans la merde avec ça, puis là, ça peut se ramasser même en cours, comme, est-ce que ça peut être comme utilisé comme une fausse preuve? Ouais, mais il reste Tu sais, qu'un fichier numérique a une trace, là. Tu sais, je suis convaincu que tu peux aller dans le code tu sais, des métadonnées du fichier vidéo puis faire comme, ouais, ça Oui, a pas donc, été filmé tu par peux une prouver caméra. un coup qui est trop tard puis que le mal est fait. Parce que, tu sais, mettons une vidéo qui est virale de Obama qui dit un discours qu'il a jamais dit. Ben, tu sais, mettons, toute la planète va le voir. Puis là, après ça, comme 2 semaines plus tard, on va genre démystifier que finalement c'était un fake, c'est un deep fake. Mais les gens qui vont avoir la deuxième information, ça va être vraiment minime par rapport à ceux qui l'ont vu, tu sais. Je suis d'accord avec toi que ça a le potentiel d'empirer ce genre de problème-là, mais entre toi et moi, on n'a pas besoin des deepfakes pour que le monde parte sur des spins puis de la fausse information. Il y a un pourcentage non négligeable de la population qui sont encore persuadés que la Terre est plate. Là. Ouais. Non. Fait- T'as raison. T'as raison. Dont mais c'est- Sam, d'ailleurs, là, qui réalise un petit peu plus à chaque semaine que c'est pas le cas. Moi, je veux juste pas brusquer cette communauté-là. C'est ça. C'est la moitié de J'y vos- crois, vos j'y viewers. crois pas nécessairement, OK? Ouais, c'est ça. C'est juste Non, pour mais, pas perdre mais des imagine alliés. que c'est encore plus difficile de déterminer si une vidéo ou une image est vraie ou pas. Genre, enfin, c'est un peu là, vers là qu'on s'en va, c'est que c'est de plus en plus proche de la réalité. Fait que, tu sais, mais c'est ce qui est magnifique. Puis, tu sais, même les jeux vidéo, puis toutes les Unreal Engine, là, on est rendu à Unreal Engine 5, ouais. qui fait en sorte qu'on peut instantanément régénérer des univers en 3D super complexes. À un moment donné, ça va se mettre à s'appeler Real Engine. tu sais. Ouais, À un moment donné, ça sera plus Unreal, mais c'est ça. Puis tous les casques de réalité virtuelle, moi j'ai peur un peu pour que... Parce que j'ai entendu des histoires d'horreur de genre, je pense que c'est en Corée, où est-ce que t'as comme des festivals, des tournois internationaux de jeux vidéo, que ça se passe genre dans des arénas, c'est énorme. Puis que t'as du monde qui joue genre pendant 56 heures de suite à un jeu puis qui oublie de boire puis de manger, genre, puis que là, finalement, c'est arrivé qu'il y en a qui meurent sur leur chaise ou qui font juste comme, ils vont dormir mais ils se réveillent pas, puis là, les gens continuent à vivre leur vie puis ils se rendent pas compte de ça. Imagine, genre, quelqu'un qui a un casque de réalité virtuelle puis qui décide de juste jamais l'enlever. Mais en fait, on est déjà un petit peu comme ça, tu sais, comme, on a notre téléphone dans nos mains puis on le check déjà pas mal, tu sais, puis on est déjà... En fait, ce qui arrive, c'est que c'est comme si on était à une étape d'avoir notre téléphone greffé dans notre tête. Parce que là, il est pratiquement greffé dans notre main, tu sais. Non, Il est ouais. arrivé vite, là. Ça fait pas si longtemps Ouais. que ça qu'on a cette babelle-là. Là. C'est ça. Puis, est-ce que vous saviez qu'il y avait un phénomène qui s'appelle le missing limb effect? Tu sais, genre, quand t'as pas ton téléphone à Ouais. proximité, tu fais comme, on dirait qu'il me manque un bras. Ouais, ben, genre, quand je l'ai pas dans ma poche, j'ai l'impression d'être tout nu. Vraiment. Ouais, puis c'est presque une agression, en fait, quelqu'un qui prend ton téléphone et qui fouille dedans. Même Hey, ça, ouais. tu sais... Parce qu'on dirait qu'il fouille dans ton cerveau. Oui, Ouais. parce que, tu sais, j'ai toutes Ouais. les applications que tu as downloadées, toutes les affaires que, tu sais, il y a toutes les conversations que tu as avec le monde, les Qu'est-ce notes t'as que cherché tu sur prends. Google. Genre, Ouais, la c'est dernière ça. fois, tu t'as sais. cherché sur Google. Genre, je veux pas vraiment que tu saches c'est quoi, finalement. Ouais, c'est très intime ce qu'il y a dans un téléphone, pour vrai, là. Puis on est à une étape finalement de l'avoir dans notre tête, tu sais, fait que c'est fou quand tu penses à ça. Puis là, il y aura tout le concept de réalité virtuelle où est-ce que la technologie fait en sorte qu'on est c'est de plus en plus difficile de distinguer la réalité, tu sais, puis du virtuel. Puis tu sais, genre, je peux comprendre aussi parce que imagine que t'es dans ta pièce, tout est lettre, puis là, finalement, tu mets un casque, puis t'es dans un palais, genre, puis tout est magnifique, puis tu peux voyager, puis tu sais, comme, les gens voudront peut-être même plus sortir de cette fausse réalité-là, puis là, on est dans la matrice. Oh my God! Oh my God! Ah, ça va s'en venir tout autant que le tarot s'en vient. Oui, je l'entends depuis Je longtemps. l'entends, moi. Je l'entends. Ouais, ça sonnait fort. C'est l'heure tarot. C'est l'heure du tarot! Là, il y a un jingle. Ouais, on l'entend pas. En ce moment, c'est en post-prod qu'on le met. Non, il groove pas de même. C'est plus un plus petit peu, mystique c'est que plus ça, un mystique, peu, ouais. On va faire de la place un peu. Ouais, c'est ça. C'est plus ça, là. Merci de l'interpréter. Oui. Vous allez me tirer au tarot? On va tirer une carte. On va tirer une carte puis essayer de lire la carte, voir qu'est-ce que ça dit par rapport à toi.
C'est toi qui vas la lire. C'est moi qui Parce vais que moi, je ne sais lire le tarot. C'est un skill que je ne possède pas encore. Je tire aux cartes, mais là, on le fait pour le fun. Juste une carte, juste pour Pour le fun. Pour le fun puis alimenter la discussion. Fait que je vais te demander de jouer avec le paquet pareil, parce qu'il faut qu'il y ait de toi là-dedans. T'sais. Il y a un petit peu de moi. Pendant ce temps-là, j'ai une question pour vous. Oui. Si vous étiez des sorciers, là, est-ce que vous seriez des sorciers de magie noire ou de magie blanche? Magie blanche all the way. J'ai déjà été un sorcier de magie blanche, fait que je peux... C'est vrai, tu faisais des petits rituels avec des petites chandelles, puis... C'est un secret de sorcier de magie blanche. Ouais. Je peux pas le dire. Tu faisais des rituels, pourquoi, mettons? De magie blanche. Ouais, mais tu sais, pour t'attirer de la chance ou pour soigner des gens? Ou, je peux pas en parler. Pour avoir une plus grosse dick? Je peux pas en parler, c'est de la sorcellerie. Quand t'en parles, après ça, tu t'attires. Le sort. Non, tu t'attires les chasseurs, tu sais, je veux dire... Les chasseurs de sorcières. Oui, c'est... pour ça que tu reconnais les sorcières, c'est parce que t'en es une, dans le fond. Oui, pour de vrai. Ah. OK. Fait que là, c'est quoi? C'est correct. Si t'as fini de jouer avec... Tu me le redonnes. Okay. L'important, c'était juste... rapproche ton micro, Pascal. C'est pourri, le son. Oui, mais attends un peu, là. Pense au monde sur Spotify. Non, mais tu dis tout ce que tu dis est intéressant, Pascal. C'est un compliment. Je le sais, c'est vrai. OK. J'ai pas mes lunettes, fait que c'est un peu plus dur à lire que d'habitude. Là, c'est elle qui était sur le top, c'est ça? Tu vois, ça, ce que tu viens de dire, c'était pas intéressant. Mais c'est rare. J'ai pris celle qui était sur le top. Qu'est-ce qu'elle feel comment, elle? La carte est à l'endroit. C'est la vieille femme. Oh. C'est un symbole... Premièrement, je vais la lire comme je lis toutes les autres. Vu qu'elle est à l'endroit par rapport à toi, c'est une lecture qui est positive. Ah. C'est tough, asti. Tabarnak de micro de cul. Bon, c'est beau, les bougeront. Hey, là, faites attention aux vibrations là, que vous émettez. OK. Ah, c'est excellent. Déjà, vu que la carte, il baisse, là, il va falloir que je me penche. On va avoir du... Ben voyons donc, excusez tout le monde, on a des problèmes techniques, là. Ça prendrait un jingle. Problème technique. Problème technique. Ah! Tiens-les de même. OK, elle devrait pas bouger, là. Bon. OK. C'est du sport, le podcasting, à voir comme la carte est à l'endroit par rapport à toi, c'est une lecture qui est positive. Sinon, toute la symbolique, je la lirais à l'envers. Ça va de soi, là, mais c'est ça. C'est la carte de la vieille femme, c'est une carte de sagesse, mais c'est une carte de progéniture aussi. Ce que je vois là-dedans, c'est que c'est la maturité dans ton projet de vie. T'es plus dans un espace où t'es en train de développer ta personnalité par rapport à ton à ton rap, mais à ta création ou à ta productivité créative. T'es rendu à une étape où ce que tu veux transmettre cette connaissance-là en réalité. T'es rendu à une étape où ce que tu veux non seulement transmettre ce que tu as réussi à développer comme skill en tant que rappeur, puis en tant que musicien, puis en tant que créateur, puis en tant qu'animateur, mais tu veux... T'as l'impression d'avoir peaufiné ces strates-là de ta vie, puis t'es rendu avec une communauté qui est autour de toi et qui dépend de ce savoir-là, puis que tu veux pas décevoir. Fait que, tu sais, ta manière de travailler est plus dans... T'en as parlé un petit peu par rapport à ton processus sur tes chansons, mais dans le, tu sais, que tu vas les polir pendant vraiment longtemps, mais t'es rendu à une étape de ton processus artistique où ce que tu polis ton processus artistique pour qu'il soit le plus digeste et intéressant possible pour pour les suivants qui peuvent bénéficier en fait non seulement de ce que tu produis, mais aussi de l'expérience que tu as développée. T'as tout vu ça dans cette carte-là? Ouais. Incroyable. Ben, je pense que c'est direct dans le 1000. Puis après ça, c'est moi qui se fais traiter de sorcier. Mais, non, c'est toi qui te traitais de sorcier tout seul. C'est drôle que tu dis ça parce qu'effectivement, ça reflète vraiment bien ma pensée, puis ce que je vis, puis ce qui m'arrive. Puis effectivement, t'as parlé de la progéniture. Puis mon album, c'est comme mon bébé, tu sais, puis ça va être mon premier bébé. Fait que c'est vraiment comme ça que je le vois. Effectivement, je l'ai mis au monde où est-ce que j'ai pris mon temps. Puis quand je parlais de polir, ben je voulais polir un petit peu la boule de cristal. Fait que ça fait un lien, encore une fois, avec la vision, tout ça.
Fait que oui, puis t'as tout nommé. Qu'est-ce que je suis supposé répondre? En fait, c'est de savoir comment tu perçois ce que j'ai lu. As-tu l'impression d'être abouti dans ton processus créatif? Y a-tu des éléments particuliers que tu te sens pas en mesure d'enseigner ou de présenter, puis que tu sens pas mature, en fait? Ben en fait, moi, c'est que j'ai choisi mes combats. Tu sais, comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu choisis ton personnage puis son arme, genre. Mais moi, j'ai choisi le rap, j'ai choisi le motion design. Mais il y a d'autres personnes qui ont choisi le beatmaking, tu sais, qui ont choisi d'autres armes pour combattre. Puis moi, je me sentirais pas à l'aise d'enseigner, mettons, la musique, le solfège, les harmonies, tout ça. Même si je le fais naturellement moi-même, genre, je sais chanter, je sais trouver des mélodies accrocheuses, je fais mes propres top lines, tout ça. J'ai pas le vocabulaire pour l'enseigner, puis ça me dérange pas. En fait, c'est que j'ai fait la paix avec ça, que moi j'ai choisi mon arme, c'est le rap. Le beatmaking, je le laisse aux autres, tout ça. Mais dans mon champ d'expertise, je me sens très à l'aise, puis je me sens très abouti, effectivement. Puis j'ai tellement attendu longtemps. C'est drôle parce que je discutais avec un collègue l'autre jour que lui, il a 28 ans aujourd'hui, tu sais. Puis moi, j'ai 33 ans. Puis pendant très longtemps, je me disais que j'avais comme un peu raté le bateau par rapport à lancer mon premier album. Je trouvais que j'étais un peu cordonnier mal chaussé. Tu sais, genre un rapper qui a pas de CD, genre... Hein? Bizarre. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était juste pas encore le bon timing. Puis c'est maintenant que je m'en rends compte. Parce que maintenant, tu sais, j'ai gagné la fin des faibles. Là, maintenant, il y a plus de yeux qui sont retournés vers moi. Puis c'est là que c'est le bon moment de le faire. Tu sais, puis je pense que si je l'avais fait avant ça, j'aurais peut-être pas été prêt. Fait que finalement, avec du recul, le fait d'avoir attendu jusqu'à maintenant, c'était un bon move. C'était stratégique tout ce temps-là. Alors, je disais ça à mon collègue que lui, il a 28 ans, puis que lui, il a ce feeling-là d'être trop vieux, d'avoir raté le bateau, puis tout. Puis je dis, garde, si tu te mets à ma place, ben ton moment, ça va être dans 5 ans, tu sais. Tu sais, si, mettons, ça se peut que ce soit dans 5 ans. Fait en voulant dire, comme, ne perds pas espoir. Puis ça, je dis ça à tous les gens qui m'écoutent en ce moment. Tu sais, si t'as l'impression que t'as peut-être raté le bateau puis que ça t'arrivera jamais, ben, premièrement, c'est pas vrai, il est jamais trop tard. Puis deuxièmement, tu sais, tant que tu gardes espoir, puis tant que t'avances, puis tu persévères, il y aura rien d'autre que du positif qui peut arriver. Puis maintenant, moi, je le réalise, puis c'est pas fini encore. Moi, c'est rien qu'un début, là, tu sais, genre, là, maintenant, l'album, il est fait, il est pas encore sorti, c'est imminent, mais tu sais, comme là, c'est la première brique dans ma création. C'est genre, je fais un album, genre, je vais en faire plein d'autres, tu sais. Il va-tu être sorti quand on va publier l'épisode? Je sais pas. Je sais pas c'est quand vous allez le publier. Non, je penserais pas, mais tu sais, comme là, j'essaie de vraiment bien faire les choses dans les règles de l'art parce que j'ai tellement vu souvent des gens faire un album qui tombe à plat, genre ça fait un flat. Fait que j'essaie de trouver les meilleures stratégies, la meilleure équipe pour m'entourer en termes de diffusion. Puis tu sais, comme vraiment là, ça me ferait tellement de la peine de faire tout ça pour... Genre, tu comprends? Genre que ça fasse pas genre un effet. Fait que tu sais, moi, mon album, j'en suis fier, je le réécoute puis je le trouve encore bon. Puis ça, c'est full rare que je vais dire ça parce que je suis full critique puis difficile au bout. Fait que tu sais, là, je veux que les gens l'entendent. Puis j'ai validé, en gros, mes propos parce que les textes que j'ai faits à la fin des faibles, ben, on les retrouve aussi dans mon album. Fait que tu sais, c'est comme si j'avais testé mon matériel au préalable puis là, il a été validé. Fait qu'à cette heure, tu sais, comme j'ai encore... C'est ça que j'allais te demander. T'as-tu confiance d'avoir l'attention puis la confiance du public nécessaire pour que ça fonctionne, ton projet? Oui, j'ai confiance. Puis ce qu'on m'a dit après l'avoir fait écouter à certaines personnes, c'est que mon rap, il est niché. C'est-à-dire que il y a quand même une partie de mon rap que c'est du... Je suis un rapper's rapper. Genre, c'est-à-dire que c'est principalement les rappers qui vont vraiment apprécier la subtilité de mon écriture. Parce que c'est comme si... comme un sommelier va apprécier un bon vin puis qu'il va être capable de nommer pourquoi, ben tu sais, comme moi je suis un peu plus niché puis les rappers ils vont comprendre pourquoi, ils vont être capables de souligner le travail de l'écriture, Prince, comme Prince, c'est le musicien des musiciens, c'est juste les musiciens qui trippent sur Prince. Exactement, tu sais. Puis mais c'est pas vrai dans ton cas, c'est pas vrai là. Non, tu trouves que c'est accessible quand même? Ben oui, t'as gagné la fin des faibles, tu sais. Je veux dire, c'est... Mais on m'a dit, tu sais, comme à la fin des faibles, j'ai fait des choses que les autres font pas nécessairement. Puis Soulja, on parlait de Soulja tantôt. Ça veut pas dire que c'est pas accessible. Non, effectivement. Mais moi, mon rôle, c'est de le rendre accessible aussi. C'est-à-dire que je prends des trucs qui sont des fois complexes, compliqués, des sujets qui sont lourds.
Puis j'essaie de les présenter de manière accessible. Puis Soulja, il me disait « Hey, j'ai jamais entendu quelqu'un rapper sur ce sujet-là. » Ça parlait de la nicotine, tu sais. Puis tu sais, j'ai fait un truc qui était pas whack. Genre, tu sais, comme, ça aurait très bien pu être une commande de facto anti-tabac, tout ça, puis ça aurait pu sortir un peu forcé, cheap, mais c'était sincère. Puis ce que j'ai dit, je le pensais. Puis c'est pour ça que, tu sais, comme, à la fin des faibles, il y avait une partie des critères qui était la créativité. Ils voulaient pas entendre la même affaire qu'ils avaient entendu 1000 fois. Ils voulaient avoir du nouveau puis avoir un angle différent. Puis oui, effectivement, moi, c'est ça qui a fait en sorte que je me suis démarqué, je crois, parce que genre, je vais pas rapper à propos de la rue, la prison, la drogue puis les prostituées, tout ça, parce que c'est pas ma réalité. C'est vraiment pas ça. Puis tu sais, je veux dire, ça s'entendrait tout de suite si je le faisais. Fait que je sais même pas c'était quoi le début de la question, là, mais on s'en va à une place. Tu sais, comme l'authenticité puis la sincérité, pour moi, c'est full important. Puis tu sais, des fois, encore une fois, l'inspiration, c'est pas moi qui l'a choisi. Fait que tu sais, si j'ai envie d'écrire sur un sujet, tu sais, comme quand le MeToo a sorti, là. Moi, ça m'a décalissé ma vie parce que, tu sais, j'ai checké la liste des présumés agresseurs puis il y avait plein de monde que je connaissais dedans. Ça m'a décalissé pour de vrai, tu sais. Puis j'ai écrit là-dessus. J'ai écrit comme sincèrement ce que je pensais pour de vrai. Puis j'ai écrit beaucoup. Puis après ça, j'ai fait comme dans un entonnoir. J'ai essayé d'extirper juste la goutte d'élixir, genre, qui est le meilleur, puis genre, j'écris plus avec des ciseaux qu'avec un crayon. Fait que j'ai écrit un long texte, j'ai gardé le meilleur, puis j'ai fait un texte par rapport à ça. Puis tu sais, dans le rap, c'est vraiment pas tellement quelque chose qu'on va entendre. Parce que ce sujet-là en particulier, il fallait le traiter avec des ciseaux plutôt que... Ah, mais pas avec des pincettes, là, je sais pas, des ciseaux en voulant dire que j'avais tellement été inspiré que c'était trop long. Ah, OK. En voulant dire que j'ai coupé dans le gras. Tu sais, j'ai fait une coupe de cheveux. Puis j'ai gardé vraiment ce que moi je considérais qui était nécessaire puis l'essentiel. Puis souvent c'est même que je procède aussi dans mon processus créatif, c'est que j'écris beaucoup, puis j'en enlève le 3/4 puis je garde l'essentiel. Fait que dans le fond, l'idée d'être original, tu sais, c'est quand même c'est un risque, mais ultimement c'est payant, je pense. Puis comment tu décrirais ça précisément? C'est quoi qui fait de toi un rappeur original par rapport à ce qui s'est fait avant? C'est que j'essaye de pas être dans dans l'exagération puis dans le paraître. Tu sais, genre, je veux pas vraiment arborer une marque. Je suis pas bling bling. Genre, je fit pas dans le cliché du rapper. Puis je suis plus un genre de everyday normal guy, John Lajoie. Pas rapper, genre. C'est ça, ouais, c'est ça. Classique, ouais, c'est ça, early YouTube. Voilà, tu sais, fait que c'est plus de même que je me perçois, puis je pense que ça peut résonner avec des gens, tu sais, comme parce que moi ma réalité c'est ça, tu sais, puis des fois c'est plate ma réalité, mais c'est ça qui est ça. J'ai écrit une tune qui s'appelle Home Sweet Home, c'est-à-dire que la tune c'est genre j'aime mieux rester chez nous, genre quand tu m'appelles pour une soirée puis que ça me tente pas nécessairement d'y aller, tu sais, c'est comme à chaque fois qu'on me sollicite, j'aime mieux rester sollicite. Shit, je suis vraiment un type incorrigible, puis est-ce que tu viens à soir, je me dis qu'il va bien falloir, mais honnêtement je veux rien savoir, surtout s'il y a rien à boire. J'ai pas lu vos messages, mon compte est piraté et corrompu. Arrêtez de m'écrire puis appelez-moi pas non plus. C'est quoi cette foire aux questions? C'est à croire que tu m'espionnes, sérieux. À soir, on laisse tomber, là. Je veux plus voir personne. Puis si jamais j'y vais, c'est pas long, c'est instantané. Avant même d'arriver, en moins d'un instant, je tanné. Je bois de la boisson ben vite, je lance des poissons d'invite. Je m'organise pour que ce soit la dernière fois qu'on m'invite. Je parle avec personne si c'est pas du monde de mon âge. J'ai pas envie de sortir en dehors de ma zone de confort. Quand j'ai fini mon verre, je fais semblant d'en remplir un autre. Puis je me pousse par en arrière subtilement sans dire un mot. Et je chante Home Sweet Home. Genre. That's it, man. Good job. Merci. Good job. On pourrait étirer ça vraiment longtemps, cette conversation-là encore, mais c'est comme juste trop un bon moment de finir sur une perfo live spontanée. Il y a juste une affaire sur laquelle je voudrais finir, puis, tu sais, je pense que c'est un peu ça l'issue de la discussion, tu sais, c'est que il y a pas... C'est pas parce que t'es original que t'es pas accessible. Effectivement. T'sais? Effectivement, mais les Puis gens le sweet spot, la nouveauté. Le sweet spot, c'est de jumeler ces deux affaires-là. D'être original, d'être capable de parler à du monde. T'sais. Je pense que j'aurais pas pu dire mieux. T'sais. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien dit, mais tu le sais comment est-ce que les gens sont réticents au changement. Tu sais, comme tu veux être dans une zone où est-ce que c'est original, mais qu'il y a un petit arrière-goût de quelque chose que je connais déjà. Exact. Puis ça, mais l'autre affaire aussi, c'est que toi, tu sauras me le dire peut-être aussi, c'est comme
Pas pour rien qu'on met de l'ail et des oignons dans tout ce qu'on cuisine. C'est ça. C'est le fil conducteur. Le reste, ça peut être de la fantaisie avec des aliments et des éléments qu'on cuisine pas vraiment, qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner. Mais effectivement, t'as le fil conducteur qui est toujours un peu la même base, tu sais. Mais l'autre affaire aussi, c'est que tu veux pas non plus te faire comparer à d'autres choses qui existent déjà. Tu veux être original, tu sais. Tu veux... Tu sais, dans le fond, c'est l'espèce de dichotomie entre je veux être unique comme tout le monde. Ben, tu sais, tout le monde qui a une bonne sauce à spaghetti dans la vie, là, le monde qui vont manger leur spaghetti, ils vont dire elle est bonne ta sauce à spaghetti parce qu'elle goûte la sauce à spaghetti. Ouais. Mais t'as pas une bonne sauce à spaghetti tant qu'elle est pas à toi et que le monde font pas. C'est quoi ça ta recette? Ça me tente de manger la sauce à spaghetti à Pascal, tu sais. Voilà. C'est quoi l'ingrédient secret que t'as mis dans ta sauce à spaghetti? On sait c'est quoi une toune, mais c'est quoi l'ingrédient que t'as mis dans ta toune? Ouais, pourquoi que ça marche? L'ingrédient secret, souvent, c'est toi, tu sais. Genre, on met toute la même affaire dans une sauce à spaghetti. Ouais, puis c'est dur d'expliquer pour quelqu'un... Qu'est-ce que tu mets dans ta sauce à spaghetti? La même affaire que toi, sauf qu'à l'œil. Non, je suis au feeling avec à peu près les mêmes affaires, puis goûte ça. C'est souvent la balance des ingrédients que chaque personne fait différemment, puis... Le temps que tu laisses bouillir, à quel point que tu vas brasser pendant que tu le fais, l'amour que tu mets dedans, que personne d'autre peut donner. Il y a une partie de science là-dedans, tu sais, Chris, tes pâtes, faut que tu les fasses bouillir, si tu veux les manger. Puis ta sauce, ben, je veux dire, il faut qu'elle réduise, là, puis il faut que ça... Il y a une partie de science là-dedans, puis il y a une partie, justement, d'épices que chacun met à sa manière, puis c'est ça qui fait qu'il y a une sauce qui va marcher, puis que l'autre ne marchera pas. Faut que tu connaisses la science, puis il faut que tu n'aies pas peur de mettre les épices que t'aimes. Et voilà. C'est bien ça, dit. Merci, Cogité, d'être venu nous voir. Merci à vous. Chris, de cool épisode. Ouais, vraiment. C'était vraiment une cool conversation. Je pense qu'on mérite de se donner une petite main d'applaudissement. Yes! Sauf pour mon calice de micro qui a pas arrêté de baisser. C'est pas de ma faute, man. Un jour, on va trouver une vraie solution de professionnel à ça. Merci. Merci à vous.